Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk, qui est la capsule Ultra Cycling Podcast. Pour aujourd'hui, je reçois Guillaume Coutu. Salut Guillaume. Salut Arnaud. Eh bien, bienvenue à Lyon, bienvenue en France. Merci, c'est joli ici. Je suis content d'être ici. Première fois à Lyon? Ouais, exact, première fois à Lyon. Mais pas la première fois en France. Non. Alors, je vais te poser des questions pourquoi tu es là, mais ça fait le lien avec le podcast, bien évidemment, derrière. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditrices et les auditeurs du podcast? Certainement. Je vais essayer de te dire des trucs que tu connais pas. Je m'appelle Guillaume Coutu. Des fois, on dit notre travail en premier. Des fois, j'essaie de... Je pense que ma tâche principale, c'est d'être papa de 3 enfants. C'est ce qui occupe le plus ma charge mentale. Outre ça, je suis kiné. Puis je me spécialise dans la prise en charge des cyclistes avec la compagnie Physio Vélo. Ensuite, mon histoire, c'est une histoire de sportif passionné. J'ai fait de la natation. Ensuite, je me suis un peu tanné de la natation vers 15 ans. J'aimais beaucoup le vélo, donc je me suis mis au vélo. J'ai travaillé, puis comme les vélos, ça coûte cher, j'ai travaillé chez un marchand de cycles, qu'on dit chez vous, un bike shop au Québec. Puis pour avoir des prix employés. Puis là, après faire le vélo, j'ai dit, je pourrais faire du triathlon parce que je sais nager. J'aime le vélo, je pourrais me mettre à courir. Donc, j'ai fait du triathlon, toujours du sport dans ma vie. On va parler de un peu pourquoi plus tard, j'imagine. Puis voilà, maintenant, en fait, une des choses importantes, je pense, pourquoi je suis ici, honnêtement, j'écoutais même un petit documentaire sur YouTube, d'ailleurs, ce matin, qui a été produit par l'Office national du film du Québec. Puis ça parlait des nouveaux médias puis de la crise des médias, tu sais. Puis j'écoutais ça, puis oui, il y a une crise des médias, mais il y a des opportunités énormes. Puis nous, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai fait du contenu vidéo, audio, web, les nouveaux médias, dans le fond, depuis 2015, depuis que j'ai démarré Physio Vélo. Depuis que tu as lancé le ouais, exact. projet. Je le faisais parce que j'avais pas assez de clients dans mon horaire. Fait que les moments que j'avais pas de clients, je me suis dit... Tu communiquais de cette manière-là? Je communiquais, j'éduquais, puis dans le temps, c'était drôle parce que c'était pas YouTube, le principal truc, c'était Facebook. Là, je vais faire un long détour, ma présentation va être longue. Non, mais vas-y, ça me donne plein d'éléments pour rebondir exact, après. On va pouvoir construire après. Donc je mettais les vidéos sur Facebook dans le temps, puis il y avait personne. Dans le temps, il fallait une caméra comme ce qu'on a ici, là, un équipement qui était lourd, plutôt conséquent. Plutôt lourd, plutôt dispendieux. Puis ça faisait qu'il y avait une barrière à l'entrée qui était plus grande. Puis moi, j'avais des amis qui travaillaient là-dedans, puis j'avais un intérêt assez grand pour ce côté-là créatif. Donc j'ai fait des vidéos, puis je les mettais sur Facebook, puis dans le temps, on pouvait faire 20 000 vues en 24 heures au Québec là, sur des sujets comme ça. Parce qu'il n'y en avait pas. En fait, il n'y avait pas de demande. Les gens, ils postaient des photos de leur lunch avec un commentaire. Puis nous, on faisait une vidéo éducative qui disait « Si tu as mal au périnée, aux parties génitales, voici comment régler ta selle pour essayer d'aller mieux. » Puis les gens... Donc ça a interpellé tout de suite, ouais. Puis là, on les mettait sur YouTube en même temps. Puis YouTube, finalement, c'était jamais notre préoccupation, mais c'était le moteur qui grossissait de manière la plus constante puis qui nous donnait finalement des retours parce qu'on s'est fait approcher par des Français à partir de 2019, 4 ans plus tard, puis pour venir donner de la formation. Les gens faisaient la demande, est-ce que Physio Vélo peut venir en France faire des formations? Au début, je pensais que c'était un canular de mes amis du lycée, du secondaire. J'étais comme, c'est sûr qu'ils me font une blague. Ils sont comme, bonjour, je suis kiné à la Fédération française de cyclisme, je voudrais organiser une formation. Je suis comme, c'est un ami qui me joue un mauvais tour. Finalement, je réponds, puis je me dis, tout d'un coup, au cas où ça serait vrai, puis finalement, c'était vrai. Fait qu'aujourd'hui, on est en Europe, puis on a des possibilités à travers la francophonie. On arrive de Lyon, on s'en va à Bruxelles demain pour enseigner, puis c'est au-delà de toutes les espérances, au-delà de tous les plaisirs anticipés dans mon travail. Ouais, de tout ce que tu avais imaginé en 2015 quand tu as lancé... c'était juste de pas trop me faire chier en tant que kiné, honnêtement. L'objectif, c'était principalement ça. Ouais, on va tirer un petit peu le fil de tout ça, justement, que tu nous expliques. Alors, c'est vrai que Physio Vélo, on en parle, créé en 2015. Tu vas nous expliquer précisément ce que c'est. Toutes les personnes aujourd'hui qui t'accompagnent dans le projet. Oui, on est plusieurs. Ouais. Voilà, vous êtes plusieurs, vous créez énormément de contenu. Hein. Moi, c'est ce que j'avais vu, ce que j'avais découvert. Je te suis bien évidemment, mais j'avais vu l'envers du décor quand tu m'avais gentiment invité sur ton podcast, on en parlera, où j'avais vu effectivement tout ce qu'il y avait. Il y a l'étage, et puis il y a le sous-sol. Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment une puissance dans la communication. Tu es vraiment pointu sur tous ces petits tailles-là qui font aujourd'hui les vues et qui font connaître Physio Vélo. Physio Vélo qui est partenaire de Race Cross Série également. Hein, merci pour l'opportunité. Que ce soit en France, mais aussi au Québec, Montréal, où tu es installé. Ouais.
Derrière tout ça, moi, j'aimerais qu'on revienne, que j'aime bien le faire, rembobiner un petit peu l'histoire et de savoir quel est le moteur qu'il y a derrière, qui t'a amené à faire tout ce sport-là, à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, qui est une fibrose kystique. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, si tu le veux bien, mais quel est le moteur derrière tout ça? Ouais. Donc, j'ai fait mes petites révisions ce matin pour pouvoir vulgariser le sujet. Donc, moi, je suis atteint de la fibrose kystique. On appelle ça mucoviscidose ici en Europe. Donc, c'est une maladie héréditaire qui touche le système pulmonaire puis digestif. Donc, c'est une maladie, on est avec ça. Puis, ce que ça fait, c'est que, dans le fond, toutes les muqueuses de ton corps, donc les muqueuses dans tes poumons, les sécrétions, autant dans tes voies nasales, dans tes poumons que dans ton pancréas qui sécrète du mucus. Dans le fond, il y a un enjeu. Il y a un des canaux à la surface de chaque cellule qui doit réguler la quantité de sodium qui est échangée pour garder l'osmose de tes muqueuses. Okay? Puis dans le fond, ce petit dérèglement-là a des conséquences graves parce que tes muqueuses sont toutes très épaisses. Donc, c'était pas très chic, mais moi, j'ai toujours... jusqu'à tout récemment, eu beaucoup de crachats. Fait que j'ai toujours fait du sport. Pas toujours parce que j'en avais envie, mais parce que... Par nécessité. Oui, parce que c'était la manière que j'avais de réguler... le plus efficace puis le plus autonome. Tu sais, on avait bien sûr des traitements de physiothérapie respiratoire. Tu sais, mes parents me faisaient ce qu'on appelle du clapping. Oui, donc, exact. tout ce que les gens connaissent, tu sais, c'est quand même bien connu parce que c'est une maladie très caucasienne, là, la fibrose kystique. Donc, en France, c'est quand même très connu. Je ne sais pas si les stats étaient bonnes parce que je l'ai fait dans les haies ce matin, mais ça disait une personne sur 4500 en France. Fait que c'est un peu les mêmes stats aussi au Québec. Donc, mondialement, je pense que c'est comme 70 000 personnes. Donc, voilà, j'ai toujours fait du sport grâce ou à cause de ça. Malgré tout, il faut donner un portrait quand même assez juste de la situation. Là. Ça n'empêche pas que, bon, il y a des souffrances et des inquiétudes à travers ça, mais moi, j'ai un portrait très positif, dans le fond, parce que j'ai la mutation la plus connue, là, la plus répandue, Delta F508. 90% de la population fibrose kystique a cette mutation-là, qui est comme la mutation la plus connue, mais il y a des gens qui vont se rendre à la greffe pulmonaire, il y a des gens qui vont décéder. Moi, j'ai eu un profil assez, disons, positif. Les hommes, en général, s'en sortent mieux que les femmes. À la puberté, des fois, la condition au niveau des femmes peut se dégrader un petit peu. Fait que, malgré tout, j'ai toujours considéré que j'étais très chanceux parce que quand je faisais mes rendez-vous à l'hôpital, je voyais ce qui se passait, puis j'étais quand même dans ceux qui étaient les plus... Ce qui veut dire, c'est que tu as fréquenté les hôpitaux tout petits, des petits? Oui, dans le fond, mon diagnostic, c'est intéressant parce que des fois, c'est un peu... Quand je pense à ça, on dirait une histoire pour un scénario, mais dans le fond, moi, je suis né en 1989, puis c'est l'année de la découverte du gène. Fait que, tu sais, ça commençait, là. Tu sais, le séquençage de l'ADN, là, ça nous ramène... Nous, on était là à ce moment-là, tu t'en rappelles? Ça nous rajeunit, fois. C'est clair. Mais bref, on était... Tu vois, moi, je venais d'apparaître. Toi, t'avais peut-être, je sais pas quel âge, mais il reste que, dans le fond, j'étais au début de ça. Fait qu'ils ont découvert le gène, puis moi, j'étais diagnostiqué à... j'avais 2 mois. Je suis né au mois d'avril. OK. Puis en juin, mes parents, ils étaient comme, ils pleurent tout le temps, ils goûtent salé parce qu'on a un dérèglement, fait que la sueur est très, très, très salée. Puis j'avais extrêmement mal au ventre probablement parce que je digérais pas bien. Fait que là, mes parents m'ont amené après, je sais pas, 2 mois finalement à pas dormir probablement. Ils ont dit, bon, on va aller faire quelque chose. On va y aller parce que là, on passera pas au travers. Ouais, donc tu étais diagnostiqué tout petit. Ouais. Enfin, oui, je veux dire, ça n'a pas été une annonce quand tu avais dit exact. tout petit, tu étais dans ce process ça a toujours été ça. Ou d'accompagnement. Ça a toujours été ça. Fait que pour moi, ça faisait vraiment partie de... c'est ça, des fois, les gens sont comme, prendre des médicaments, faire les traitements. Je dis, c'est comme le brosser les dents, là, quand tu as toujours fait ça. Puis quand c'est ça, c'est la routine. Là, et le sport, à quel moment... Si tu te souviens, est-ce que tu avais des séances de sport imposées pour justement réguler tout ça? Ou est-ce que le sport est venu, tu t'es rendu compte par toi-même que le sport te permettait en fait d'équilibrer? On ne peut pas dire contrôler, mais de gérer tout ça. Ouais. En fait, c'est ça, on a toujours une impression de contrôle. Après ça, c'est un peu illusoire de penser qu'on peut arrêter la progression d'une maladie comme ça qui est dégénérative, là. Mais je pense que moi, j'avais mes rendez-vous à tous les 3 mois, depuis toujours en fait. Je suis encore aux 3 mois à l'hôpital pour faire les contrôles de routine.
En plus, des fois, justement, des surinfections où est-ce que tu dois aller un petit peu plus hors de la cédule normale pour prendre des antibiotiques puis faire des interventions. Moi, je pense que c'est en allant à l'hôpital parce que j'avais des fonctions pulmonaires qui étaient très bonnes, qui étaient au-dessus des moyennes. Puis, je veux pas le retour des médecins, c'était toujours, tu sais, continue de faire ce que tu fais parce que c'est nécessaire. C'est très bien. Genre, tu sais, on n'a rien à dire. Fait que, tu sais, moi, c'était autant, je me rappelle, parce que j'en parle souvent, je vais te raconter un peu ça tantôt, mais tu sais, il y a des médicaments qui sont arrivés au début des années 2020 que je prends maintenant, qui ont changé tout, mais puis à ce moment-là, quand j'ai pris ces médicaments-là, j'ai commencé à aller en psy avec ma psychologue, puis je parlais de ça, je dis, moi, là, à chaque fois que j'allais à l'hôpital, là, j'en parle, puis j'étais encore anxiogène, j'avais peur, parce que je voulais un bon résultat, je voulais être sûr que j'étais pas en train de me dégrader, fait que, tu sais, les journées qu'on a, ma mère tous les 3 mois, en fait, il y avait... Il y avait un examen, là. Exactement. De savoir, donc, ça se passe-tu bien ou ça s'en va dans la mauvaise direction? Donc, tous les 3 mois, un pic de stress. Puis on dirait que même du plus tôt que je me rappelle, peut-être 6, 7, 8 ans, là, je voulais bien m'entraîner les 3 jours précédents parce que... pour avoir des bons résultats. Ouais. Ah non, c'est intéressant. Hein. Fait que ça a toujours été, le... Ben, tu sais, puis je peux pas dire que c'est mauvais parce que, je veux dire, ça m'amène plein de choses. J'en parle des fois avec des gens qui me connaissent bien, puis ils sont comme, tu sais, la rigueur de ça. C'est parce que moi, dans ma tête, je ne pouvais pas ne pas être rigoureux, tu sais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le sport pour toi, c'est... Ça a changé. Alors, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que tu gardes quand même du plaisir quand tu fais du sport? Ouais. Parce que forcément, là, dans ce que tu décris, le sport te permet justement d'avoir des bons résultats, de maintenir un bon résultat. Et tu peux pas te permettre de ne pas faire de sport parce que sinon, tu vas avoir un pic de stress. Voilà. Ouais, exact. On va prendre un pic de stress. En plus du stress induit. Est-ce que tu continues quand même, après toutes ces années, à avoir du plaisir dans le sport? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que pour toi, le sport, c'est une manière de réguler pour avoir des bons résultats ou ne pas que ça évolue de manière négative, ou est-ce que tu prends quand même du plaisir? Tu as fait du vélo, tu fais du vélo, tu as fait du triathlon, de la course à pied. Voilà, est-ce que tu je comprends pilotes les 3 sports? Ouais, c'est d'une ou est-ce qu'il y a vraiment un sport dans lequel tu arrives à prendre du plaisir et ça te permet en plus de réguler? Ben, c'est ça, tu sais, quand j'ai commencé les nouveaux médicaments qui sont arrivés qui sont arrivés en 2019-2020, en même temps que la pandémie aux États-Unis. Le médicament ici s'appelle Kaftrio, puis au Canada, c'est Trikafta qui l'appelle. C'est Vertex qui a développé ça, un médicament qui est très, très dispendieux, qui est payé par les assurances au Québec. Puis ici, là, on est chanceux d'être dans des sociétés qui nous permettent ça. Là. C'est encore une fois une chose que je me sens incroyablement privilégié. Chanceux, ouais. En fait, le sport, quand j'ai commencé ces médicaments-là, je me suis demandé, je vais dire en québécois, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comme, à quel point ça va... J'avais beaucoup suivi, honnêtement, encore une fois, YouTube, OK? Il y a des gens... Je vais peut-être dire YouTube plus que Jay du Temple, OK? Moi, j'ai écouté l'épisode que tu as fait avec Jay, puis je l'ai revu en clinique parce qu'on a fait son bike fit, il l'a mis sur les réseaux. Puis bref, c'est un très bon épisode, très bonne entrevue. Puis il y a des petits points comme ça, mais tu sais, encore une fois, moi, dans le fond, quand le médicament est arrivé, je me suis dit, faut que je m'informe parce que quand ça va être approuvé au Canada, j'ai suivi des chaînes YouTube de gens qui avaient la fibrose kystique à travers le monde, en français, en anglais, qui ont commencé à prendre le médicament avant nous parce que ça a été approuvé genre UK, Australie, même France un petit peu avant. Et tu as vu l'évolution? En fait, c'est que là, j'étais extrêmement curieux. J'ai toujours été curieux, mais là, j'étais on a mission. Directement, bah oui. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe quand on commence ça? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont avoir justement des dépressions, beaucoup de gens qui vont avoir d'autres symptômes parce que là, mettons, ils digèrent mieux. Mais c'est surtout l'espèce de grande remise en question parce que quand tu es très malade, moi, je ne considère pas que j'étais très malade. Ça l'a atteint, mais j'ai jamais été non fonctionnel. J'ai jamais été... Oui, j'ai été malade quand j'allais à l'école, mais j'ai jamais été hospitalisé. J'étais hospitalisé à la naissance, mais ça ne m'a pas empêché de mener ou de rêver à d'autres projets. T'sais. Fait que j'avais plein de choses. J'avais une famille même quand j'ai commencé à prendre le médicament. J'avais un emploi que j'aimais, j'avais physio-vélo. Fait que j'avais plein de choses où est-ce que je pouvais switcher en bon québécois, je pouvais changer mon attention puis prendre toute l'énergie qui était allouée à cette obsession-là de vouloir rester en santé
je me suis vraiment demandé. Fait que j'ai écouté des chaînes YouTube, puis j'ai vu les gens, puis honnêtement, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment préparé. Puis tu sais, il y a juste dans un écosystème de nouveaux médias où est-ce que tu peux dire « Hey, je vais suivre des chaînes YouTube de gens qui ont la même maladie que moi à travers le monde, qui commencent le même médicament que je pense que je vais prendre parce que je veux comprendre qu'est-ce qui m'attend. » Fait que là, j'ai écouté ça. Puis ta question à travers le sport que tu m'as posée, je vais essayer de ne pas perdre le fil. On fait tout ça dans un podcast. C'est comme le symptôme principal. Dans le fond, je me suis rendu en psy parce que je trouvais ça difficile, la gestion des RH dans mon entreprise. Pour finalement, c'était un beau prétexte pour pas parler d'autres choses, tu sais, dans le fond, quand j'étais allé en psy. Fait que, c'est sûr, j'ai full parler de la fibrose kystique. J'ai parlé de tout ça. Je sais pas, la première année, genre, j'ai dû tout essayer de faire parce que je commençais le médicament en même temps que j'ai commencé la psy. OK. Fait que, veux pas, c'était... Oui, je parlais de la job, mais au final, l'affaire que je vivais qui était pas mal le plus intense, c'était cette nouvelle affaire-là de genre transitionner, de focusser uniquement sur ça à focusser sur d'autres choses finalement, puis trouver c'est quoi qui se passe. Puis au début, j'avais vraiment peur. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus ce moteur-là, d'avoir peur? Parce que c'est ça. Oui, bien sûr. Bon, finalement, ça va bien, là, mais... Finalement, j'ai trouvé d'autres choses à faire, hein? Je suis comme toi, j'ai trouvé plein de projets. Occupé, ouais. Mais je pense que j'avais besoin d'aide puis d'accompagnement pour y voir plus clair. Puis tu sais, c'est pas juste... je pense pas que c'était la responsabilité de ma conjointe, de mes amis, de pouvoir me regarder avec un œil extérieur puis de savoir quoi faire avec ça. Fait que tu sais, je suis content que ma conjointe m'ait recommandé d'aller en psy puis... Oui, mais ça t'a permis d'approfondir peut-être ta réflexion, tout simplement. Ouais. Oui, puis de juste faire le ménage là-dedans, tu sais, de comment remettre les bonnes idées en place, de repenser à tous ces souvenirs-là qui sont encodés, de le stress d'aller à l'hôpital pour avoir ton test. Comme tu disais, ouais. Puis tu sais, je te l'ai dit, mais je veux dire, moi, tout parler de ça, je parlais pas tant de ma maladie avant de plus avoir peur. Fait que tu sais, c'est quand même... Parce que j'étais comme, si j'en parle, ça devient vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, il y avait un peu de déni. Puis là, je vais voir dans les yeux des gens... Je vois ce que tu veux dire. Qu'eux, ils ont peur pour moi. Ouais. Comme, j'en ai assez à gérer. Tout seul. Non, mais c'est vachement intéressant. Je vais le garder pour moi. Puis je pense qu'on fait souvent ça. Puis je me dis des fois, c'est poche, là, mais je sais pas s'il n'y avait pas eu le médicament, je serais allé chercher de l'aide. Ça me rend triste un peu. Parce que... mais tu peux pas refaire tu as fait ces choix-là, ça t'a permis de, justement, comme tu l'as dit, de faire le ménage, de remettre l'église au centre du village, comme on dit en français. Ouais. Et puis d'avancer, mais c'est vrai que tu fais des tas d'autres choses. Moi, je pense que un très beau promoteur de YouTube. Moi, je sais pas comment tu maîtrises YouTube, mais je me dis, mais... Ah, tu dis ça, là, mais honnêtement, j'ai failli tout lâcher il y a 1 an et demi. Puis devine à qui j'ai parlé qui m'a motivé. Ben, j'ai parlé à Jay du Temple. Ah ouais, non, mais c'est... Puis j'ai parlé à Camilo, un des YouTubeurs au Québec. Qui est d'ailleurs ambassadeur j'ai vu qu'il était ambassadeur Montréal 2026. Du Grand Prix. Ouais. Mondial de cyclisme, des mondiaux de cyclisme. Puis honnêtement, les gars, moi, j'étais comme, les gars, vous êtes en train de mettre tellement d'argent puis de moyens là-dedans. Ouais. Puis je dis, moi, j'en fais depuis 2015, puis honnêtement, je vais lâcher ça, là, genre, c'est comme... Puis là, les gars m'ont dit... du temps, bah oui, ça les gars, ils m'ont dit, non, ça commence, là. Là, je dis, attends, ça commence? Moi, je suis comme rendu à ma 11e année. Puis honnêtement, ils m'ont genre convaincu. Ben, pas genre, ils m'ont convaincu parce qu'ils avaient raison. Ce qui se passe en ce moment, tu sais, des fois, quand tu es early adopter, quand tu commences un truc qui est trop avant, le problème, c'est que la vague est... C'est comme en surf, là, tu l'attends, là. Puis là, ben, je l'ai attendu longtemps. Puis là, il y avait d'autres surfeurs à côté de moi, là, Jay et Camilo, qui m'ont dit non, elle arrive. Puis tu sais, eux, ils ont des tractions beaucoup plus grandes parce que tu sais, ils ont été dans les médias traditionnels. Camilo, dans le fond, c'est un ancien chef qui a fait une émission de cuisine qui a été très connue, qui est c'est l'équivalent de Top Chef en France. Hein. Puis Jay qui a animé des téléréalités. Fait que dans le fond, eux autres, quand ils se sont... Ben là... C'est ma perception. J'ai du temps, puis il a animé effectivement l'équivalent de l'île de la Tentation. C'est un peu ça, non? Tous ces délicieux programmes-là. C'est un peu l'équivalent. Mais en tout cas, c'était une télé-réalité. Ça l'a fait exploser. J'en parle dans le podcast, justement. Ah ouais, hein? Il nous explique ça, d'ailleurs. C'est ça, les premières fois qu'il a fait Occupation Double et tout. Ouais, exact. Complètement. Ça, c'est bien un concept qu'on vous a vendu, hein? D'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que YouTube, on va y revenir. J'écoutais Chanteur Masqué hier, puis waouh! Ah ouais, vous en avez des bonnes idées! On va revenir sur comment tu maîtrises tout ça avec ton équipe. Peut-être que je pourrais répondre à ta question. Maintenant, quand je fais du sport, j'ai
j'ai vraiment du plaisir, mais je pense que c'était une démarche. Parce qu'avant, c'était compulsif, mais je prenais du plaisir. Puis maintenant, ben là, tu vois... C'est un état d'esprit, en fait. Ça fait partie de ta routine, peut-être. Oui, mais plus pour les mêmes raisons. Oui. Vraiment pas pour les mêmes raisons. Tu sais, dans le sens que je m'entraînais vraiment quand j'avais pas le goût, là, je m'entraînais tout le temps. Là. Ben, comme un programme d'entraînement. Comme la bigorexie, mais là, c'était genre un truc parce que... Pour une bonne raison. Ça n'a pas rapport, je dirais pas ça, mais... fait qu'aujourd'hui, tu sais, je t'ai inscrit à la Racer Cross. 340. 300, parce que vous mettez les taxes, hein. Fait que c'est 340, puis ça, je le savais pas. Fallait avertir les utilisateurs. Je te fais des blagues. Mais, fait qu'aujourd'hui, ben, je m'entraîne vraiment pour le plaisir. Puis là, cette année, encore plus, parce qu'on est tous inscrits à la Racer Cross Québec dans notre équipe. On va en parler de ça, justement, de toute l'équipe physio-vélo est sur le 300 km. Je m'entraîne moins que quand j'étais malade, mais je m'entraîne avec beaucoup plus de plaisir. Ouais. Et puis, peut-être, c'est peut-être avec l'expérience aussi, c'est peut-être plus efficace, tu nous en parleras. Mais moi, j'aimerais que tu nous parles maintenant, là on n'a pas de ton enfance, du lien avec le métier que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est la maladie qui t'a donné envie de travailler dans la santé? Non. Ou est-ce que c'était un concours de circonstances qui fait qu'à un moment donné, ça s'est présenté à toi et ça a été comme une évidence? Ouais. Je dirais non, mais oui, mais pas pour la raison que tu penses. Parce que premièrement, quand j'ai comme... Il a bien fallu choisir des études. Ouais, exact. Ben, c'est facile. L'enjeu, c'est qu'en plus, j'avais de la facilité à l'école. Fait que ça, c'est le pire des trucs quand tu veux choisir un métier. Là, tu sais pas quoi faire parce que tu réussis un peu dans tout. Fait que t'as pas de contraintes. Des fois, les contraintes, c'est bon. Hein. J'aurais tellement aimé avoir ces compétences. C'est pas grave. On te fait croire que tu as besoin de juste ça, mais tu as besoin de bien d'autres choses pour réussir. Fait que tout ça pour dire que je voulais fabriquer des vélos. Moi, c'était mon rêve. J'étais très bon en maths et en physique. Fait que je me suis dit... donc les angles, les cadres... Moi, je me rappelle pas des noms des gens, mais je vais me rappeler... Je suis visuel. Je vais me rappeler la couleur de ton chandail, puis je vais me rappeler de vraiment très visuel, visuo-spatial. Je peux m'orienter juste en voyant les coins de rue. Fait que, tu sais, moi, faire de la conception 3D, l'orientrice me dit, va en génie. Tu sais, je veux dire, t'es bon en maths, t'es bon en physique, puis l'orienteur va dire va en génie. Tu sais. Moi, j'étais comme, je vais construire des vélos, ça va être malade. C'est ça que je veux faire. J'adore le vélo. Puis là, j'ai comme eu un petit vertige quand je me suis inscrit en génie parce que je me suis inscrit à l'école, à la Polytechnique. Puis il y avait 2 choix au Québec. Tu pouvais t'inscrire à l'école de technologie supérieure, l'ETS, qui est un programme avec plus de stages. Puis tu avais la Polytechnique. Moi, je me suis inscrit à la Polytechnique. Puis peut-être que le parcours aurait été différent si je m'étais inscrit à l'autre école qui était plus dans la pratique. Mais j'ai comme eu un peu le vertige. Puis juste avant de rentrer, là, juste avant la première journée, j'ai fait un rêve, puis mon ami me disait « Pourquoi tu vas pas en physio? Ce serait bien plus le fun. » Puis là, je me suis levé le matin, puis j'ai dit « Je ne vais pas aller en génie. » Là, mes parents ils ont dit « OK, as-tu un plan? As-tu un autre plan? Parce que là, ça me semble un petit peu impulsif, ton truc. » C'est intéressant de savoir que c'est juste une conversation avec un de tes potes. Dans un rêve! Changé. Dans un rêve! Non, mais tu vois, dans un rêve qui a changé le mais cours en de fait, l'histoire. c'est juste le fait que je pense que je me projetais pas vraiment dans ce travail-là, qui n'était pas en contact beaucoup. Ouais. J'avais vraiment peur d'être dans un bureau à signer des papiers. Tellement pas vu dans un bureau. Avec ma bague d'ingénieur. Mais c'est correct parce que pour vrai, c'est un métier que je trouve encore passionnant. Puis je pense que mon cerveau, ce cerveau-là que j'aurais utilisé en génie, il est quand même vraiment utilisé en kiné. Là, parce que je confirme, la biomécanique. Ouais. Fait que c'est ça, finalement. Le choix, là, en fait, c'est que je pense que pourquoi c'est un peu la maladie, c'est que je pense que à chaque moment, j'ai pas voulu. J'ai un grand besoin, tout le monde pourrait t'en parler qui me connaît, mais un grand besoin d'autodétermination. Puis quand je vois, il y a un de mes enfants en particulier qui est comme ça, je peux rien. T'as pas d'argument. Je peux rien décider. Faut que j'inspire ou que je donne des choix, mais genre, j'ai aucun contrôle sur cet enfant. Puis je me dis, cet enfant-là va s'en sortir parce que comme si elle choisit de faire quelque chose, j'espère juste que ça va être des bonnes choses. Non, mais je vois bien, je vois bien. Fait que quand je vois ça, moi j'ai toujours pensé que c'était à cause de la maladie que je trouvais que j'avais pas de temps à perdre. Puis que genre, je m'en foutais de ce que les autres pensaient puis ce qu'ils disaient parce que moi je pensais que j'allais faire ça, même si j'étais comme c'est une mauvaise idée, mais pas grave, je vais le découvrir moi-même. Mais je pense que ce grand besoin-là, je me suis dit, ah non, je peux pas aller faire un métier qui, tu sais, genre, je suis toujours un peu dans l'incertitude. Je sais même pas comme combien de temps je vais travailler. Même si c'était pas dans ces mots-là dans ma tête, j'étais comme, j'ai pas le temps de faire un truc. J'y vais. Qui me tente pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que et c'est comme ça que tu décides de m'inscrire en physio. Ouais, exact. Puis
j'étais bon à l'école, mais j'étais, on va dire, ça à la fesse. Comment vous dites ça, vous? Je suis rentré ça à la fesse. C'est-à-dire, il n'y a pas de vulgarité là-dedans. Là. Ça veut juste dire que j'ai passé limite. Ouais. J'étais sur la liste d'attente. Ouais. Comment vous dites ça? Oui, c'est ça. Sur la fesse? Alors non, on dit pas ça, on dit, dit quoi? sur le fil. J'étais sur le fil! On dit pas sur la fesse, nous, Bon, on dit sur le fil. j'étais sur le fil. Parce que nous, des fesses au Québec, on dit des faux faunes. Hein, puis vous, c'est pas la même chose. Ça, je l'ai appris dans mon cours de bike fitting. Tout ça pour dire que j'étais sur le fil. Fait que j'étais sur la liste d'attente dans les 4 universités au Québec. Il y en a une qui m'a appelé en plein mois de juillet. Il a dit, on est rendu à ton nom, veux-tu la place? À Laval, c'est ça? Ouais, à l'Université Laval à Québec. 250 km de chez nous, je suis comme, j'arrive! J'arrive. J'étais là, faut que je réponde vite, faut pas qu'il laisse ma place à quelqu'un d'autre, je suis sur le fil, il faut que j'aie la place. Et à ce moment-là, Guillaume, est-ce qu'il y avait cette vision de physio-vélo ou pas du tout? Toi, tu voulais juste aller en physio? Pas du tout. Pas du tout, parce que dans le fond, moi, j'ai longtemps enseigné la natation, j'étais moniteur sauveteur de natation. Puis moi, je me voyais vraiment travailler plus en pédiatrie. Est-ce que dans ton monde, Guillaume, 24 heures font 24 heures ou est-ce que 24 heures font Comme toi, 48 Arnaud. heures? Combien t'as de temps, toi, Arnaud, là, dans ta journée? Dis-moi! On se revoit en septembre. Oh hein, là c'est là, ça? j'aimerais, mais c'est... Non, mais c'est... Ben, disons que je pense que j'ai très peur de l'ennui. Puis ça fait que je mets trop de choses dans l'horaire, là, pour répondre à ta question, là. Ma conjointe est bien découragée de ça. Je pense que je vais partir un show de télé bientôt. Elle est comme, oh mon Dieu, s'il vous plaît. Elle est comme, soit tu le fais pas, soit tu m'en parles pas. C'est ton choix. Mais tout ça pour dire que ouais, je suis rentré en physio sur le fil. Donc 2013, hein, on était. Crème-oui. Et je te pose la question sur la vision parce que 2015... Ah non, 2013, je finis ma physio. Tu finis ta vie. Fait que je rentre en 2009. Ouais, voilà, ok. Donc je Ouais, rembobine. je t'ai dit juste Tu termines les en 2013. Ouais. Donc 2009, il n'y a pas du tout de vision de physio-vélo, la clinique, non. En 2013 non plus. Donc 2013 non plus. Donc par contre, tu es diplômé à Laval en 2013. Ouais. Puis j'ai 2015, fait pendant que j'étais à l'Université Laval, il y a l'équipe du Rouge et Or. Fait que dans le fond, ils ont toutes les disciplines sportives au niveau élite. Fait que là, encore une fois, j'étais un peu sur le fil, mais j'ai fait les tests puis je suis rentré dans l'équipe du Rouge et Or en triathlon. Donc, j'avais pas des ambitions de gagner, j'avais des ambitions de rester en santé. Fait que j'ai pu faire le Rouge et Or. Puis l'avantage du Rouge et Or, c'est que t'as plein d'exemptions pour pas aller aux examens quand tu veux aller en camp d'entraînement. Fait que moi, j'étais comme, je pourrais faire un peu plus de sport. Puis parce que ce qui est difficile en physio, c'est de rentrer. Ouais. Après ça, il faut vraiment que tu fasses pas attention pour te faire mettre dehors. Ouais. Fait que je me suis dit, je pourrais faire du triathlon en même temps, faire des camps d'entraînement en Arizona, m'entraîner aux États-Unis, avoir des dérogations pour les examens. Fait que j'ai été là-dessus. Fait que je me suis entraîné beaucoup pendant ce temps-là. Puis pendant que j'étais à l'université, j'ai aussi été gérant de la coop de vélo à l'université. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Puis je commençais à me faire poser des questions qui, plus tard, Oui, c'est ressorti. Mais j'avais pas ce plan-là parce que ça n'existait pas, ce métier-là. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu découvres la formation à Seattle? À Seattle, non. Je finis l'université en 2013. Puis là, on redéménage à Montréal. Ma conjointe faisait ses études. La conjointe qui est la mère de mes enfants maintenant, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Elle faisait ses études en médecine, donc elle faisait sa résidence en médecine, ses 5 années de stage. Puis on revenait à Montréal. Parce qu'on s'était dit, on aimerait ça avoir des enfants, il faudrait revenir proche de nos familles. Donc on en revient à Montréal, puis moi, j'ai pas d'emploi. Ouais, donc 2009, tu rentres dans cette en physio. Formation pour être physio. 2013, tu es diplômé. Là, je fais quoi? Il se passe quoi? Je fais des entrevues. Tu reviens à Montréal? Ouais, je fais des entrevues, puis honnêtement, en rétrospective, je pense que j'ai fait un peu un petit passage dépressif parce que j'ai fait des entrevues pour rentrer en kiné dans un cabinet libéral, comme vous dites, donc en clinique privée au Québec. Kiné, ouais. Puis là, je me suis fait offrir des trucs, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai pas fait un bac et une maîtrise pour ces conditions-là. » Fait que là, pendant comme 3 mois, je fais rien. Ouais, tu te poses des questions. Ouais, puis là, en ce moment-là, genre, j'ai pas assez de trucs à faire dans ma vie, puis j'ai trop de temps pour réfléchir, puis je trouve ça rough, honnêtement. Je suis comme... c'est difficile parce que j'ai vraiment fait comme, OK, là, je suis physio, puis finalement, ce qui m'attend, c'est vraiment pas à la hauteur de... Ben, peut-être tu me dis, j'aurais dû y penser avant, là, mais... Parce que la majorité des gens vont déboucher en cabinet libéral ou... Oui, c'est parce que c'est ce qu'eux voulaient faire aussi dès le départ, tu vois. Ben, toi, tu t'es pas projeté dans ça, donc... Je m'étais projeté en pédiatrie. Puis au moment où je suis sorti d'université en 2013, il y avait pas d'embauche dans le milieu public, dans les départements de pédiatrie, par exemple. Fait que moi, vraiment, je revenais à Montréal, puis je voulais faire des entrevues au centre Marie-Enfant. Il y avait comme plein de centres pédiatriques, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'affichage. Fait que le seul plan que j'avais, c'était celui-là. Puis là, dans le fond, ce que j'ai décidé de faire avec ma personnalité, là, c'est que j'ai dit, je vais lancer un truc.
Puis là, j'ai lancé un truc qui s'appelait Réadaptation gériatrique, qui était un projet entrepreneurial de faire de la... Dans le fond, je pense que ce qui me plaisait, c'était le fait que la gériatrie, c'est pas toujours très compliqué. Il suffit de faire bouger les gens, de les faire progresser. Tu sais, ça prend pas une énorme expertise. Ça enlève rien, mais je me sentais, en fait, le plus important, c'est que je me sentais capable de donner un bon service. OK. À une clientèle gériatrique. J'avais un bon lien avec les patients. J'avais toujours travaillé avec le public en étant moniteur d'orientation. J'étais comme ça. En gériatrie, je suis capable d'être bon. Je me fais confiance. À l'aise, ouais. Parce que je me faisais pas confiance pour être kiné en cabinet puis faire un gros volume, thérapie manuelle. Même à ce jour, je me sens pas encore extrêmement compétent en tant que kiné libéral, orthopédique ou thérapie manuelle. Je sens pas que c'est là que j'excelle. Parce que je n'y accorde pas beaucoup de temps, parce que ça m'intéresse moins. Oui, bien sûr. Fait que je pars réadaptation gériatrique. On fait ça pendant 2-3 ans. Puis là, en 2015, on commence à essayer d'avoir un enfant. Puis à cause de la fibrose cystique, moi et ma conjointe, on fait de la FIV, de la fécondation in vitro. Puis on était chanceux parce qu'au Québec, à ce moment-là, le programme il était subventionné. Fait que pour avoir des enfants en fécondation in vitro, on payait presque rien. Puis là, on a un enfant finalement, ça arrive. 2016, on a un enfant. Puis là, j'ai le projet de réadaptation gériatrique. Puis entre-temps, ma conjointe a peut-être vu... Je commençais à me désintéresser un peu de la gériatrie. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que je faisais des démarchages pour essayer d'avoir des contrats dans des résidences pour personnes âgées. Puis le démarchage, je le faisais en vélo, parce qu'il y avait des groupes de vélos. C'était comme le nouveau golf. Mmh. Puis là, il y avait des gens qui étaient bien fortunés, avec des Pinarello, qui me disaient « Ah, t'es le kiné, t'es le physio, toi? » Je suis comme « Ouais. » Ils sont comme « J'ai mal aux couilles, j'ai mal aux genoux. Tu peux m'aider? » Je suis comme « Pas vraiment. » C'est là que le besoin, en fait, t'as observé qu'il y avait un besoin. Puis j'ai vu que le marché potentiel, il y avait les moyens de se payer ce service-là. Puis je me suis dit, j'ai travaillé dans un bike shop, je suis kiné. Puis je me rappelle, il y a un monsieur, juste un, qui m'a dit, si tu faisais du bike fit en tant que physio, moi, je serais prêt à payer cher pour ça. T'avais jamais entendu ce nom-là? J'avais jamais entendu. Bike fitting, oui, parce que j'avais déjà vu des gens faire ça. Mais là, lui, il a fait le lien, il a fait comme, toi, t'es physio en plus. Puis si tu fais ça, puis là, moi, ce qu'il me dit, c'est, je suis prêt à payer cher pour ça. Là, j'ai dit... Ça a allumé des petites lumières. Là, j'ai fait comme, t'as raison. Puis surtout, je me suis dit, ça, je me sentirais extrêmement compétent. Et puis ce projet t'a motivé. Exact. Ouais. Comme mon enfant à qui je peux rien faire. Non, mais... Sauf si c'est autodéterminé. Là, j'ai eu extrêmement le goût de faire ça. Ah ouais. Puis mais est-ce que c'est juste après qu'intervient cette formation à Seattle? C'est ça. Fait que là, dans le fond... Et là, tu t'es renseigné. Le gars me dit ça. T'as vu qu'il y avait une formation. J'en parle à ma conjointe, puis elle est comme, regarde donc, qu'est-ce qui se fait, tu sais. Fait que là, je cherche. Puis là, je vois la formation à Seattle dans genre... Le dark web, j'appelle ça. Tu sais, c'est la 3e page des recherches Google, dans le temps qu'on avait des pages indexées avant AI. Exact. Puis là, je suis comme, ouais, OK, peut-être. Je regarde le site web, je suis comme, OK. Là, je vois qu'il y a un nom d'un Québécois dans la liste des gens qui ont suivi cette formation-là. Fait que là, je me dis, je vais l'appeler, je vais lui demander si ça vaut la peine. On dit ça, hein, ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Puis, il me dit, ouais, c'est super bon. Il dit, fie-toi pas au site web, là. C'est un peu archaïque, mais c'est vraiment cool. C'est top quali, cette formation. Fait que là, ma conjointe me dit, vas-y, tu sais. Ça coûte cher, mais en même temps, elle était comme, t'as vraiment l'air d'avoir le goût de faire ça. Ah, exactement. Fait qu'elle était comme, go. À ce moment-là, on n'avait pas d'enfants, justement, parce que c'est vrai, c'était arrivé en 2015 que j'ai fait la formation, puis c'est après que nos enfants sont arrivés. C'est parce que quand on a eu notre enfant, dans le fond, notre premier enfant, là, j'avais le projet de réadaptation gériatrique. J'avais commencé ma pratique de bike fit, de physio-vélo que j'aimais vraiment, puis j'avais un enfant, puis ma conjointe était aux études. Fait que là, je trouvais qu'il manquait d'heures dans une journée. Ouais. Fait que là, j'ai dit, faut que je droppe un truc. Je vais pas dropper mes enfants. Je vais pas dropper physio-vélo. Fait que je suis parti. J'ai laissé mes trucs à mes 2 autres personnes avec qui j'avais parti le projet de gériatrie, puis je me suis concentré 100% sur physio-vélo. Le projet du bike fitting. Le projet du bike fitting. Ça s'appelait pas à l'époque, c'était pas encore physio-vélo. Ouais, j'avais trouvé le nom. J'avais trouvé le nom. Puis j'étais comme, c'est le meilleur nom au monde. J'étais comme, c'est simple, ça se dit, il me semble que c'est catchy. Je suis comme, même quand on va le faire en anglais, les anglophones vont trouver ça sexy de dire physio-vélo. je le vois, là, j'attends juste de le faire en anglais, mais j'étais comme, ça va vraiment marcher. Puis, fait que c'est ça, ouais. Fait que la formation à Seattle, en fait, j'étais arrivé là-bas, j'ai rencontré Eric Moen, j'ai vu la clinique, puis j'ai dit, wow, c'est le rêve, c'est genre un hybride entre un bike shop. Ouais, tu t'es dit, je suis au bon endroit, quoi. Je suis comme, c'est sûr que je peux faire ça à Montréal. Puis là, le monde était comme, ouais, mais à Montréal, il y a de la neige 6 mois par année.
J'étais comme, ouais. Là, finalement, on était chanceux parce que Zwift a commencé en 2014. Carrément. Fait que, tu sais, c'est tout le temps une question de timing. Fait que là, tu sais, moi, Zwift a vraiment fait que, genre, les gens se sont blessés puis ont eu besoin de moi. Oui, ouais, complètement. Mais qui s'entraînaient à l'année, même au Québec, dans un climat nordique, qui, tu sais, qui serait pas... puis là, ben, veux pas t'entraîner en indoor, tu te blesses un peu plus parce que t'es plus statique sur ton vélo. Exact. Fait que ça nous a comme créé une clientèle, là. Ouais. Donc, à quel moment... Donc là, on va dire que... J'aime bien rembobiner à chaque fois. Hein. Ouais. Donc, 2009... Tu vas faire ta formation à Laval, tu es diplômé en 2013. 2013, tu te poses des questions, tu testes des choses. Tu découvres cette formation parce que sur une sortie, il y a un type qui change le cours de l'histoire. Faut que je retrouve ce monsieur-là. S'il se reconnaît, faut qu'il m'écrive. Je vais y faire un bike fit gratuit. Tu devrais. J'y dois au moins ça. C'est clair. Tu devrais faire ça, ça marcherait. Je suis prêt à payer cher pour ça. Ça allume des petites lumières. Tu creuses, tu te renseignes. Tu vois qu'il y a une formation. Tu y vas, tu te sens à ta place, et là... J'ai vraiment l'impression de ne pas perdre mon temps. Voilà. Je suis comme ça, c'est d'être malade. utile, d'être bien, d'être bon. Pas de syndrome de l'imposteur. Exact. Et là, tu te dis, lançons Physio-Vélo. Alors, explique aux gens ce qu'est Physio-Vélo. Parce que moi, j'ai vu la clinique. Ouais. Je suis allé dans ton espace. Puis avant de voir la clinique, tu n'étais pas aussi convaincu, genre? Si, okay. Je suivais. Mais entre... voir et aller dans l'espace et t'inspirer, te sentir, tu vois, tout ça. Ouais. Franchement, moi, j'ai zéro doute que sur le fait que ça marche. Donc, explique aux gens qui nous écoutent. Mais de le voir en vrai, c'était plus tangible. Là. Ah oui, parce que tu vois, avec les outils que tu utilises, le matériel, toutes les selles, tous les guidons, toutes les potences, le vélo, les plateformes que tu... Enfin, j'ai trouvé ça top, quoi. Donc, explique aux gens qui nous écoutent, qu'ils soient à Montréal, en France, parce que tu formes des kinés en France, qu'est-ce que Physio-Vélo ? Comment tu pourrais expliquer, voilà. Ça le dit dans le nom, Arnaud. Bon, ben voilà. Ça le dit dans le nom. Fait que dans le fond, on est des physios, puis on prend en charge le vélo des gens. On pourrait dire qu'on prend en charge les cyclistes et leurs blessures. Parce le que... système, ouais. Parce que JP, avec qui je fais des podcasts, explique que c'est le faudrait système. Que je le rencontre, JP. Je suis dit pour le rencontrer. le système, c'est-à-dire que le cycliste et le vélo, les routes, enfin tout ça... l'ensemble, le corps-machine. Ouais, c'est un système. Ouais. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on pourrait appeler ça dans la culture. Moi, j'aime beaucoup appeler ça la culture traditionnelle du bike fitting. Là. Donc, ce que j'ai vécu quand j'étais dans les marchands de cycles, dans les bike shops, on fait du bike fitting. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste les réglages des 3 points de contact sur un vélo, étant, nous, on appelle ça le PSG, mais envoyez même pas une poursuite, c'est pour pied, selle, guidon, OK? Mais je sais pas si ça veut dire d'autres choses, par exemple, en France. J'en ai aucune idée. Ah oui. Donc, j'avais pas capté tout de suite. Je l'ai dit avec trop de... donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le... Puis l'acronyme, je l'ai pas choisi parce qu'il était connu en France. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait les réglages. Fait qu'on peut ajuster les cales, les chaussures, la hauteur de selle, le recul de selle, l'inclinaison de la selle. On peut choisir des selles. Tu les as vus? On a 70 modèles sur les murs, puis probablement que dans 5 ans, on aura 120 modèles. On peut changer le point de contact des mains sur le guidon. Donc, on va parler de vélo de route, par exemple. Donc, le cintre, les cocottes, les leviers frein-vitesse, la longueur de la potence. Il y a plein de choses qu'on peut modifier pour aider quelqu'un. Mais pour aider quelqu'un, il faut comprendre pourquoi la personne a mal. Un jour, je vais faire ton bike fit, Arnaud, puis tu vas pouvoir vivre l'expérience au complet. J'ai mal partout. Parce que j'ai regardé ton bike fit. Je suis un cas désespéré, moi. Ben, je pense que ton bike fit, il est vraiment, comment vous dites-vous, à chier, hein? Oui. Non, je fais des blagues, mais quand t'as fait la Race Across America, tu sais, je t'avais dit quand t'es venu au podcast que j'avais regardé tes photos, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il y aurait eu besoin d'aide. J'ai fait la Race Across America, c'était au même moment où toi tu crées tes projets, 2013-2015. Ouais, les mêmes années. Alors, 2015, oui, j'ai fini strappé de partout. Ben oui, j'étais en solo. J'ai vu les photos. J'étais strappé les genoux, les tendons rotuliens. C'est sûr que c'est pas recommandé. Ça chauffait de partout. Faire 4500, 4000 combien? 5000. 5200, genre? Non, 5000, ça fait 4860, un truc comme ça. Juste pour que les gens sachent, là, c'est pas recommandé, faire 5000 km en 12 jours. Probablement. On commence pas comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que je me suis flingué un pied, je pense. Hein, parce que maintenant, le pied droit, j'ai vraiment un œdème. Tu persistes avec ça, ouais. J'ai toujours un œdème... Enfin, au niveau des articulations du pied, tu vois. Ouais. C'est assez compliqué. Donc, je pense que je me suis flingué un pied parce que probablement mal positionné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 3 semaines avant la Race Across America, j'ai fait un Dunkerque-Marseille
pour tester justement le corps. C'est quoi, 1000 ça, bornes. c'est 1000 bornes, ça fait 1000 bornes. 1000 bornes. Ouais. Et en fait, j'ai terminé à Marseille où j'avais le tendon d'Achille à droite qui était Je t'avertis, était t'étais énorme. t'étais beaucoup trop haut sur ta qui selle. était Ça me surprend énorme, pas. et le genou à gauche qui était gonflé d'une tendinite. Et 15 jours avant la Race Cross America, j'ai pris la décision de changer mes chaussures. Parce que Fait que je c'est me ton suis dit, guide, là, c'est ton guide pour ne quoi pas faire avant une c'est ce que race j'allais te cross. dire. Voilà, ce qu'il faut surtout pas faire. Donc, mais bon, l'objectif, c'est pas de parler de mes erreurs. Non, mais pour te dire, Physio Vélo, dans le fond, c'est ta question, puis je pense qu'il faut prendre le temps d'y répondre. Ce qu'on fait, c'est que vraiment, on va utiliser le même processus réflectif qu'un kiné. Fait que si tu as mal au genou, je vais faire ton bilan kiné, je vais évaluer ton genou, puis une fois que j'ai une bonne conception de ce qui se passe dans ton genou, peut-être les manques de contrôle moteur, les faiblesses musculaires, les manques de mobilité ou de flexibilité, là, après ça, je vais avoir un bon portrait de Arnaud Manzanini qui vient consulter un kiné au CAB normalement. Mais après ça, je vais être capable, avec l'expertise qu'on a développée puis qu'on a raffinée, de comprendre est-ce qu'il y a des réglages que je devrais éviter ou que je devrais favoriser pour que Arnaud puisse aller mieux. Arnaud retrouve sa fonction cycliste. Bien sûr, dans un cas comme celui que tu viens de nommer, on va probablement te donner quelques petits exercices. Hein? Parce qu'il y a toujours quelque chose à ajuster sur... D'où le lien kiné, ça. effectivement. Puis, je pense que le temps nous donne raison. On est dans la 12e année de service de physio... 11e? 2015, on a démarré. J'étais bon en maths, je suis plus bon en maths. Puis là, tu sais, les gens, ça faisait juste sens pour eux. Moi, je pensais que ça allait me prendre 20 ans changer la culture du bike fitting au Québec. Ça en a pris comme 8. La pandémie nous a grandement aidés parce qu'il y a énormément de gens qui sont allés s'acheter un vélo. Puis ils ont souvent pris ils ont pris ce qui restait au magasin. Fait qu'il y avait les mauvaises tailles, ils étaient mal réglés. Parce que là, la seule chose que tu peux faire avec ton argent, c'est faire du outdoor. Idéalement avec pas d'autres amis, genre. Mais dehors, t'étais correct. Bref, tout ça pour dire que je pense que ça fait beaucoup de sens pour les gens d'aller voir un kiné qui a les capacités mécaniques, puis qui est capable d'interpréter une douleur, puis de pas nécessairement juste te vendre de l'équipement. Parce que moi, quand je fais, moi et mon équipe, et tous les étudiants qu'on a formés, on a fini hier, la formation, hier après-midi. À Lyon. À Lyon. Ouais. Puis, tu sais, les étudiants, ils l'ont fait parce qu'on a fait des vrais patients. La dernière journée, on fait venir des gens de club. Ouais, puis on leur fait faire des vrais patients. Parce que là, on leur dit, là, nous, lundi matin, on veut que vous commenciez les bike fit au câble. Puis là, ils ont dit aux patients, ils ont dit, non, nous, notre objectif, c'est qu'on va faire le mieux qu'on peut avec le matériel que tu as. Souvent, il y a énormément d'optimisation à faire. Puis des fois, il y a beaucoup de choses à optimiser aussi sur ta prépa physique, sur ton renfort, sur les petits bobos que tu n'as pas pris le temps de soigner. Si tu as mal ici, c'est qu'il faut renforcer peut-être à un autre endroit. C'est ça. Puis tu penses que moi aussi, j'aimerais ça qu'on blâme juste à hauteur de selle, mais honnêtement, même quand tu es, par exemple, en train de monter des escaliers, tu as mal au genou, ben, tu sais, ça serait un peu te mentir de dire que ton genou, ben, finalement, c'est juste une hauteur de selle parce que tu as de la douleur dans toutes les autres tâches de ton quotidien. Ça, c'est intéressant parce que c'est... As-tu mal au genou dans les escaliers, Arnaud? Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir fait quand même plusieurs études posturales où on te règle, en fait, on te positionne une cale, une hauteur de selle. Selon des normes. Puis en instant T, en fait, sans prendre en considération l'historique, les douleurs, et de là où on veut t'emmener. Et ton approche, elle est vraiment beaucoup plus à l'écoute du corps, mais aussi dans le suivi, parce que j'imagine que dans ce que tu décris, je donne un exemple, c'est-à-dire que s'il y a une hauteur de selle à bouger, et que tu estimes qu'il faut la bouger là aussi, je vais vulgariser volontairement, mais de 2 cm. On parle de millimètres. Tu vas pas, voilà. Mais tu vas pas. Faites pas de 2 cm, s'il vous plaît. Ne changez pas de 2 cm. Non, mais ce que je veux dire, si jamais toi, tu sais que le bon réglage est à 2 cm, bah, tu vas probablement dire, bah, on y sera dans 1 an. Par contre, on va y aller par étapes pour justement que ça soit 100%. Progressif. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font un bike fit, qui vont payer une fortune, le truc. Et puis au bout de 3 sorties, se disent laisse tomber, je suis pas confort, j'ai l'impression de pédaler sur la pointe des pieds. Allez, je redescends. Reviennent. Puis dans ça, il y a 2 erreurs. Parce que la personne, ses attentes, c'était de s'adapter en dedans de 3 sorties à des nouveaux réglages. Puis l'autre erreur, c'est que les réglages étaient beaucoup trop drastiquement importants. Ouais. Fait que je suis content que tu aies écouté les capsules YouTube. T'es rendu un physio vélo. Depuis que je t'ai rencontré, je me dis YouTube, c'est incroyable. J'y arrive pas, mais tu me montreras. Mais... Ouais, Jay dirait life ou quoi? Il dit toujours ça. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Faudra que je lui demande ça. Mais ouais, dans le fond, il y a des erreurs dans ça. Puis je dis souvent aux clients, je dis, je comprends que vous pensiez ça,
Parce que ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la culture traditionnelle du bike fitting, c'était une intervention à un temps T qui règle absolument tous tes problèmes. Je veux dire, à quel moment tu vas en physio, puis tu as mal quelque part, puis tu te dis, c'est aujourd'hui, on règle tout. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai mal et c'est aujourd'hui. Allez, j'attends le miracle. Tu sais, dans le sens que c'est pas ça là, que les gens ils font. Fait que, puis ça, ils commencent à s'en rendre compte parce que tu leur expliques ça, puis il y a personne qui va te... T'as pas d'opposition à ça. Ah oui, oui. Si tu t'opposes à ça, je suis comme, ben vas-y, fais ton bike fit à 600 € à l'instant T, on va se revoir quand... Tu sais, puis tant mieux si ça fonctionne, dans le sens que moi, c'est pas ça que je propose. Fait que j'ai pas l'impression que j'ai besoin de convaincre les gens, j'ai juste l'impression que j'ai besoin de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, puis la majorité des gens, pour eux, ça fait du sens. Puis ça fait aussi... J'ai un diagramme quand j'enseigne, je dis... Ça, c'est les gens qui consomment le bike fit dans un diagramme, une pointe de tarte. Il y a ça de la population qui consomme un bike fit. Mais ça, c'est la population qui consomme un bike fit de la culture traditionnelle du bike fitting. Exact. Puis si vous essayez de vous battre pour ce pointe de tarte-là, là, vous allez perdre votre temps. Parce que c'est pas ça que vous vendez. Vous vendez votre cerveau de kiné avec des outils simples, de la goniométrie manuelle, des trucs simples. Ce que vous vendez, c'est votre cerveau de kiné. Fait que quand vous expliquez... Moi, ce que je pense, c'est que mettons, tu as 10% des cyclistes qui consomment un bike fit dans la culture traditionnelle. Ouais, on nommera pas les outils, mais tous les outils qui coûtent très cher, là, avec des capteurs, etc. Puis je pense que mettre quelqu'un aux normes, puis pas prendre en compte son histoire, son bagage, pas faire de la kiné, ne pas l'écouter. Ce qui fait que tu fais un bon bike fit, c'est la même chose que tu fais des bonnes entrevues. Tu écoutes les gens, puis ils donnent le truc. Tu sais. Mon collègue PO, il dit, lui, il avait reçu un conseil quand il était kiné. Son mentor, il avait dit, écoute le patient, il te dira ce qu'il veut. Tu sais. C'est souvent ça en bike fit. Fait que tout ça pour dire que j'ai dit au kiné, je dis, le reste de la pointe de tarte là, des cyclistes, là, eux, là, si vous leur expliquez votre histoire, là, vous allez avoir une population énormément plus grosse. Parce que visuellement, c'est un bon schéma. Parce qu'il y a plein de gens que tu leur dis aussi, il ne faut pas oublier que si c'est tout ce qu'il y a disponible, les gens vont consommer ça. Puis il y en a plein qui vont faire comme, ça fait aucun sens ce truc-là. La confiance qu'on a envers les professionnels de la santé, elle vient du fait qu'on fait des études, on a des ordres professionnels. Tu sais, on a comme une exigence de rigueur qui est assez, des fois, chiante au niveau des dossiers, par exemple. Mais ça fait que les gens, on a une confiance. Fait que, tu sais, moi, si j'étais pas kiné et que j'arrivais avec ça, j'aurais pas le même poids c'est sûr. Que la rigueur et la responsabilité professionnelle que j'ai, qui des fois je trouve contraignante, mais qui fait que je peux avoir la confiance du public parce que je suis inspecté dans mes dossiers. Puis les gens qui font pas du bon travail puis qui sont pas rigoureux, ben ils ont des conséquences. Fait que je pense, bref. En tant qu'organisateur d'événements sportifs, je comprends le parallèle. Ouais, je comprends le parallèle. Aujourd'hui, Physio-Vélo, donc là, tu nous as expliqué l'origine du projet, la naissance, la vision, ce que tu fais et comment tu vois le spectre. C'est combien de personnes aujourd'hui qui t'accompagnent dans ta clinique à Montréal? Ouais, dans la clinique, on est 7. Donc, 7 kinés qui sont déjà diplômés. 2 admins, 5 kinés, mettons. Voilà, donc des kinés qu'après, tu formes à ta méthodologie? Ouais. OK. Puis je pense qu'une des choses que j'essaie de défaire, c'est pas ma méthodologie. Tu sais, dans le sens que c'est un développement conjoint avec tous les membres de mon équipe. Puis là, j'étais un peu stressé, fait que je ne vais pas les nommer parce que je vais genre en oublier. Mais tous les gens qui font partie de l'équipe, de près ou de loin, même ceux qui sont à la clinique et ceux qui ne sont pas à la clinique, participent à la réflexion. Parce qu'une fois que tu sais prendre en charge, l'équipe, on s'est dit, OK, notre prochain défi, c'est quoi la meilleure manière d'enseigner ça à d'autres kinés? Notre projet en ce moment, pas qu'on est au statu quo, mais on a développé notre expertise, puis on est rendu sur un plateau où est-ce qu'on tweak, on peaufine des petits trucs. Mais grosso modo, l'expertise est développée. Les gens, ils font entre 10 et 15 bike fit par semaine chez nous. Là. C'est énorme. Là. On fait comme 50 bike fit en haute saison. Il manque de place. C'est comme ça. Donc, les gens dans mon équipe, puis ça, je suis hyper reconnaissant parce que maintenant, tu me demandes une chose que je serais fier, c'est l'équipe. Parce que la culture traditionnelle du bike fitting, c'est beaucoup des gourous. C'est des gens tout seuls qui sont comme... Moi, je fais ça. Je suis comme N égale à 1 là, en sciences, ça vaut pas cher. Alors que vous, il y a une équipe, en fait, c'est ça? Hein? Oui, puis il y a peu d'études, il y a peu de littérature valide. Par exemple, les gens sont comme, qu'est-ce que les études disent? Je suis comme, les études, c'est sur 17 cyclistes pro de l'équipe Sky. Est-ce que ça te concerne? Je pense pas, tu sais. Mais il reste que même les cyclistes pro, par exemple, en contre-la-montre, l'étude à laquelle je pense, puis là, il va falloir que je me pratique comme Blaise Dubois pour pouvoir nommer les auteurs. Là. Peut-être que je vais atteindre son niveau d'expertise, je vais être capable.
Mais dans le fond, dans cette étude-là, il y a des immenses variabilités d'asymétrie, par exemple, au contre-la-montre chez les cyclistes professionnels. Puis il y a beaucoup de cyclistes amateurs qui viennent à la clinique puis qui se demandent si la différence qu'ils ont sur leur capteur de puissance droite-gauche de 48-52 %, c'est ça qui fait qu'ils ont mal aux genoux. Bon, la réponse, c'est non. Vous pouvez prendre rendez-vous quand même, mais il reste que c'est pas ça la cause. Bref, tout ça pour dire que l'équipe qu'on a, ben, elle est maintenant composée de gens en France aussi. Fait que je pense à... Là, je peux les nommer parce qu'il y en a juste 4. Simon Beaufils, qui est né à la FFC, qui est chez Decathlon en ce moment aussi. On a Thomas Piednoir, qui était avec nous, qui nous a accompagnés, qui est kiné à la FFC aussi. On a Manon Moïse, qui est né à la FFC, et Manon Grégis, qui est né à la FFC, qui prennent en charge des cyclistes dans leur cabinet, qui font des journées... comment on appelle ça comme des journées spécifiques, dans le fond, sur la route avec la FFC, sur les courses à travers... Ils ont comme un terme, là. Ces gens-là sont extrêmement passionnés, puis ils nous accompagnent comme assistants d'enseignement, puis un jour, ça va être eux qui vont enseigner en Europe. Fait que donc, Physiovélo, tu as développé donc, le projet à Montréal, et aujourd'hui, tu formes en France, à Bruxelles, donc en Europe, tout ce qui est francophone, hein, c'est ce que tu m'expliquais au début, tu formes d'autres kinés. Jusqu'à maintenant. Mais... Physiovélo. Je vois le truc arriver. À ta méthodologie, c'est ça? C'est-à-dire que tu leur... à l'expertise qu'on a développée. À l'expertise que tu as développée moi, j'aime bien dire avec l'équipe. À la manière Physio-Vélo. Fait que dans le fond, c'est pas... Oui, c'est une... Moi, j'enseigne aux gens à réfléchir. Puis, tu vois, après 3 jours là, de formation, là, le séminaire Physio-Vélo Expert qu'on vient de finir, ils ont fait 21 heures de e-learning. Des fois, ça les fait chier, mais ils arrivent très, très près pour faire les 24 heures de pratique. Puis, ils me disent, ah ouais, du coup, on avait déjà tout ce qu'il nous fallait. Il fallait juste comme... mettre ça ensemble, je suis comme, exactement. Ouais, en fait, ils avaient, j'ai bien l'image à chaque fois de dire, ils avaient en fait toutes les pièces du puzzle. Il fallait juste... Puis, honnêtement, ça me donne des frissons, là, c'est tellement cool là, de voir. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu cette transmission-là, puis j'ai fait comme, waouh, enfin, je vais pouvoir avoir l'impression de même pas travailler. Puis là, je sais qu'eux, c'est ça qui s'en vient. Puis, tu sais, j'ai plein d'autres gens. Tu vas recevoir des anciens étudiants à ton podcast. Il y en a, j'aurais pu en choisir 20. Il y en a plein là, qui vont faire quasiment 100% là, de leur clientèle. Maintenant, ils ne font plus de kiné traditionnel. Ils font genre exactement ce qu'ils ont envie de faire, puis en apportant une valeur ajoutée à la communauté cycliste qui est juste incroyable. C'est hot. Et donc aujourd'hui, France, tu es présent aussi, Benelux, Belgique, tu pars à Bruxelles demain au moment où on enregistre. Toi aussi? Attends, c'est moi pas aussi, moi aussi, je pars demain. Enfin, oui, demain pour Benelux, effectivement. Toi, tu vas boire de la bière, c'est ça? Bah, disons que le thème, c'est les brasseries, donc il y aura probablement... On a 25 brasseries, ouais, voilà. C'est seulement... et c'est quoi le reste, enfin la suite de ta vision? Est-ce que tu as un projet de dire, moi, Physio-Vélo, dans 5 ans, je veux l'amener là, ou pas du tout, tu veux juste faire étape par étape avec ton équipe, construire, ou peut-être les deux? Comment... Parce que quand tu vois le parcours qui est fait là en 12 ans, 13 ans, bah, tu construis... c'est sûr que ça t'excite un peu. T'as le goût de pousser encore quand tu vois ça. Là. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui prennent du temps parfois, dans les 24 heures de la journée, de prendre 30 à 40 minutes régulièrement, de dire « Attends, je me pose et je réfléchis de où est-ce que je vais emmener la marque, où est-ce que je vais emmener le concept ?» Non. Ou tu te laisses conduire avec les rencontres? Des fois, je fais ça pendant que je fais du vélo. Oui, parce que tu as le cerveau qui part un peu à droite à gauche. Ouais, puis tu sais, l'avantage, c'est que... je vais te parler de la vision, mais l'avantage, c'est que cette année, on est tous inscrits à la Race Across. Exactement, là, c'est le sujet d'après. Mais on fait beaucoup de vélo. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, des fois, je suis comme, hey, ça vous dérange-tu qu'on parle un peu de la clinique? Tu sais, parce que de toute façon, on a 4 heures de vélo à faire. Tu sais, on va juste en faire une demi-heure. Ouais, mais parce que c'est des bons biens, parce que tu crées de l'endorphine. Et c'est oui, puis là, on est comme, on pourrait faire ça. Exactement. On pourrait faire ça. Ouais. Philippe et moi, l'autre fois, on est allé faire une course de Gravel, une des premières au Québec. Ça s'appelle l'Enfer des Patriotes. Graveluda, ça s'en vient. C'est pas encore fait. Okay. C'est le 6-7 juin. Puis là, ben, on s'est motivés, on a choisi nos pneumatiques. J'espère que JB serait fier de nous. C'est JB, hein, qui parle. JP. Excuse-moi. J'avais 2 Jean-Baptiste dans ma formation, fait que c'est pour ça que je me suis mélangé. Tout ça pour dire qu'on était après course, puis là, on s'est laissé des vocaux. On était comme, dans la formation la semaine prochaine, on pourrait expliquer ce concept-là, peut-être de cette manière-là, parce que Philippe venait de nous parler d'un cas clinique. Bref, tout ça pour dire que la vision, pour moi, est assez simple, mais les moyens pour lesquels on va y arriver, j'avais entendu ça, Mané, c'est que ta vision, elle doit être claire, mais tu dois être flexible sur les moyens pour y arriver. Là, par contre, ça, c'est certain. Si jamais tu as une vision et tu es rigide, c'est mort dès le départ. Fait que, tu sais, les gens sont comme, tu vas-tu ouvrir d'autres cliniques? Ben, je pense pas. Parce qu'en ce moment, notre opportunité, autant... Tu
sais, nous, on est nord-américains, on parle de business. Hein, il paraît que les gens sont pas à l'aise. Nous, on trouve qu'on n'est pas à l'aise au Québec, mais finalement, quand on se compare, on est peut-être plus à l'aise que la culture en France, pour certains. Fait que, tu sais, nous, l'opportunité de croissance en Europe, là, financièrement et organisationnellement, elle est extrêmement enivrante, là, parce que, on se le cachera pas, les marges que je peux faire sur de la formation est plus élevées que les marges que je peux faire dans ma clinique. Parce qu'une clinique, c'est high asset, c'est asset intensive. Il faut que j'achète de l'équipement. Il faut que j'achète... Si tu veux te développer, il faut que tu investisses. Il faut que je loue un local. Il faut que j'ai des gens... fait que, tu sais, une marge d'une clinique qui va bien, si tu atteins 10-13%, c'est extrêmement bien dans une business. Des fois, on est là, des fois, on n'est pas là. Les années que ça va bien, oui. Les années que ça va moins bien, non. Mais la formation, on est plus dans des marges de au-dessus de 15%. Parfois 20%. Fait que là, tu sais, moi, je pense que c'est quasiment marketing de parler de business puis de donner des chiffres. Je pense que c'est correct d'en parler. Sauf que le retour sur investissement, là, quand je vends une formation, 1600, 1800 euros là, pour faire 50 heures de formation, le gars, il rembourse ça, la fille d'ailleurs, et le gars, parce qu'on est des fois des formations à parité, ça, c'est vraiment hot. Là. Si tu veux une affaire que je trouve vraiment hot, c'est que, tu sais, nous, on est à parité, on a autant d'hommes que de femmes dans le cabinet, même plus de femmes. Puis ça, c'est un élément hyper important, la représentativité, parce on permet aux gens de se projeter dans le sport. Mais bref, c'est pas à nous... on peut en parler, on peut soutenir, mais c'est pas... tout ça pour dire que la vision, c'est vraiment... en ce moment, c'est la vision de l'éducation. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des gens extrêmement généreux qui m'entourent, Blaise Dubois, la FFC, la Clinique du coureur, des gens qui sont prêts à t'accompagner. Moi, je me sens soutenu par une très grande générosité. Puis c'est sûr que quand tu vois des gens passionnés, entre passionnés, t'es comme... on a allez! Fait que ça, c'est très, très cool. Fait que, tu sais, l'organisation, c'est plein de gens. Tu sais, c'est plein de gens qui sont rémunérés, d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont là parce qu'ils sont comme... le truc, ça fait tellement de sens. Puis la vision, je pense que c'est beaucoup de la multiplication des pains, là, tu sais, dans le sens que moi, j'ai eu la chance de faire ça, puis de recevoir cette expertise-là, puis de pouvoir la transmettre maintenant. Puis même les gens dans mon équipe, mes physios dans mon équipe, la petite cerise sur le Sunday, là, le bonbon, là, c'est de venir en Europe enseigner. Parce que, dans quel monde t'es kiné, puis dans ta job, tu vas être payé, puis tu sais, nous, on paye nos kinés plus cher qu'ils viennent enseigner. Tu vas avoir un voyage payé en Europe à triper avec d'autres kinés. Dans les épisodes qui arrivent, justement... Oui, vous allez faire ça, oui. On va donner la parole à un de tes kinés qui bosse pour Physio Vélo. Oui, ma collègue Gabrielle. Ouais. Voilà, on aura Gabrielle avec nous sur le podcast. Tu vas voir d'autres étudiants aussi, parce que tu sais, c'est comme un peu... c'est très pyramidal, là, même si c'est pas péjoratif ou peut-être. Mais tu sais, dans le sens que, veux pas, fait que c'est vraiment ça la vision. Fait que dans le fond, nous, notre vision à la base, qu'on n'a pas changé depuis très longtemps, c'est offrir les meilleurs cyclistes possibles. Offrir les meilleurs services possibles aux cyclistes. Puis je dirais peut-être plus loin, tu sais, comme aussi. En fait, c'est que ça englobe aussi toute l'éducation YouTube. Parce que les gens, des fois, sont comme, OK, c'est pas accessible ton service parce que, là, je nommerai pas les prix, là, mais au Québec, là, le prix qu'on charge, il y a des gens qui ne trouvent pas ça accessible. Puis c'est vraiment correct. Mais sauf que notre mission d'accessibilité, on la remplit par plein d'autres moyens. Parce que, tu sais, on ne peut pas être les meilleurs et les moins chers en même temps. C'est des décisions qu'on fait stratégiquement. Mais, tu sais, le contenu YouTube que tu consommes, là, les 300 ou peut-être on est rendu à 400 vidéos, là, tu les as pas payées. Alors, justement, je voulais arriver sur... C'est pas ça, ça enlève rien, mais tu comprends, mais... pour moi, l'accessibilité, c'est dans l'éducation aussi, c'est dans le podcast, c'est dans le YouTube, c'est dans tout ce qu'on va te donner, qui, oui, va convertir des rendez-vous. Puis moi, je m'étais fait dire en 2015 par des gars de web qui ont extrêmement bien réussi. La méthode maintenant, puis ça, c'était en 2015, il m'avait dit aussi de partir ma page Instagram en 2015. Peut-être que si je l'avais fait, j'aurais plus d'abonnés parce que je ne les ai pas écoutés. Mais c'est de donner 98% de ton contenu puis facturer 2%. Puis 2% que tu factures, tu le factures cher. Ça, c'est intéressant. Fait que moi, c'est ça que je fais. Alors, justement, le contenu, le web... à quel moment tu t'es rendu compte que c'était vraiment un accélérateur? Alors, tu as donné une partie de la réponse en début d'épisode après avoir échangé avec des La personne qui m'a écrit, c'était Simon Beaufils, kiné de la FFC. Fait que c'était pas un de mes amis du lycée, c'était vraiment le kiné. Donc, quelqu'un qui te suivait, finalement, sur les réseaux, qui t'a découvert comme Puis ça. Puis qui a dit, je fais partie de la Fédération française de cyclisme, nous serions intéressés à faire une formation avec toi. Et c'est là où tu t'es dit, putain, mais en fait, c'est puissant, le truc. J'étais comme...
Puis là, j'étais allé voir mes statistiques Parce YouTube, que- puis là, j'ai vu que c'était juste des Français qui Parce l'écoutaient. que quand tu me dis, c'est intéressant ce que tu dis, 98%, ça me fait déclencher plein de choses dans ma tête. On en parlera autour d'une pizza tout à l'heure, mais 98%, 2%, moi je confirme, j'ai visité la clinique, je suis les contenus, et tu produis énormément de contenu, toi et les gens qui bossent avec toi, Ben oui, et ton équipe. Ça, c'est une énorme fierté. Et J'ai un de mes mentors, il me dit, tu te rends compte, Guillaume? c'est T'as incroyable. des kinés, puis contenu. c'est des YouTubers. Mais oui, Je suis comme, exactement. ouais, non, c'est malade. Donc parle-nous justement de, je sais pas si on peut dire le virage ou à quel moment tu t'es rendu compte de la puissance du truc et en fait tu maîtrises. Moi j'ai rarement vu quelqu'un. Alors j'ai pas dans mon Je t'avais dit, hein, j'ai changé mon obsession pour la gestion de la maladie sur quelque chose, c'est peut-être là-dessus. Mais non, mais alors moi truc. dans mon réseau, dans mes connaissances, j'ai pas de youtubeurs, voilà, mais j'ai des entrepreneurs, des passionnés, mais j'ai rarement vu quelqu'un, à part toi, qui maîtrise autant et qui a une énorme rigueur sur la création de contenu. Ben moi, j'en ai. Et c'est pour ça quand tu dis 98%, 2%, alors là, ça met en perspective tout ce que j'ai pu voir. Tu sais, moi, je suis chanceux là, parce que c'est cool que je puisse le faire comme publiquement, là, de remercier Camilo et Jay. Parce que vraiment, j'étais un peu dans une période où j'allais comme lâcher. Parce que le podcast fonctionnait très, très bien. Puis YouTube, c'était encore une fois, c'était comme pas le truc principal, mais ça continuait de croître, tu sais. Puis moi, j'en ai des gens, parce que quand je regarde ce que Camilo fait, puis ce que Jay fait, je suis comme, ils sont bien plus obsessifs que moi, à la limite, parce que quand je regarde leur contenu, c'est top quali, là, genre, ils engagent des gens. C'est comme les médias plus, qu'on va appeler traditionnels au Québec, mais bref, tu sais, il faut une équipe maintenant pour produire du truc qui va tu sais, nous, maintenant, on a une équipe. Tu sais, on fait beaucoup, le maximum qu'on peut pour couper les coûts, mais tu sais, on a un monteur vidéo. Là, je viens d'engager quelqu'un, tu vois, on est rendu 8, c'est vrai. Je pense que c'est aujourd'hui. Il vient faire sa première journée à la clinique. Il va être responsable de la diffusion des contenus. Ah ouais, donc il y a vraiment une structuration sur le contenu. Parce Et que on parle là- pas du tout, c'est ça que je trouve ça génial, c'est que on parle pas du tout de kiné, là. On parle pas de kiné, on parle pas de physio. Non, mais ça remplit la mission. Mais oui, mais La ce que je veux vision. dire, c'est que tu vas dans n'importe quelle clinique ou cabinet, on dit en France, Ouais. cabinet de kiné, Ouais. tu vas leur dire, vous recrutez un monteur, vous recrutez un responsable de la diffusion. Mais t'as jamais ça en France. Ben, je pense que c'est pour ça que Mais c'est même loin du scope. 100%, Tu vois ce que je veux dire? ben, ça crée une opportunité pour moi. Ça, c'est sûr. Mais carrément. Moi, j'ai pas de compétition sur ma niche, qui est une micro-niche. Puis je pense que tu n'as plus besoin d'avoir 1 million. Tu n'as même plus besoin d'avoir 100 000 abonnés. Tu as besoin d'avoir... Ça a toujours été ça. Tu as besoin d'avoir 1000 super fans. Moi, je rentre 20 kinés là, par cohorte. Puis j'en fais maximum 4 par année en ce moment. Peut-être qu'on va faire 10. Mais il reste que j'ai pas besoin d'un nombre faramineux de gens qui écoutent mes trucs. Fait que les abonnés, les vues, tout ça, il faut se rappeler que ce qu'on veut, c'est rejoindre les bonnes personnes. Puis des gens qui s'intéressent au bike fit puis qui sont kinés, ben il n'y en a pas 1 million. Ouais, non, Tu sais. il y en a pas. Ça, Ouais. ben, tu sais, toi, tu n'es pas kiné, mais tu es cycliste, Non, mais- donc tu t'intéresses. Ouais. Mais le point, c'est qu'il y a deux choses dans la réponse. Je ne sais pas si tu me poses une question, mais je vais te Vas-y, réponds à la question que je t'ai pas posée. Je pense que la diffusion, c'est devenu plus important. Ça a toujours été ça. Je me suis fait dire depuis le début. Puis c'est le même mentor qui m'avait dit, tu te rends compte que tes kinés sont aussi youtubeurs. Il m'avait dit, la création de contenu, c'est 30%. La diffusion, c'est 70%. Puis tout le monde fait l'erreur de penser que c'est le contraire. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, tu as tellement de points d'entrée que si Voilà. tu accapores pas tous les points d'entrée, Voilà, ça va être ma question. C'est quoi la diffusion? Ça veut dire quoi la diffusion? spread the message. Ah, ok. Là, tu sais, genre dans le sens qu'il faut que tu envoies ça partout. Utilise tous les canaux. Tous les canaux. Au bon moment. C'est Ouais. hallucinant comment c'est énergivore en temps. Ah, mais non, mais alors ça, tu prêches à convaincu. Tu sais-tu que c'est énergivore en temps? C'est pour ça que je trouve que moi, dans tous les gens que j'ai pu rencontrer, tu es celui qui maîtrise le plus cette direction-là, quoi, tu vois. Ouais, on a des contraintes financières importantes. Bien sûr. C'est-à-dire que C'est On- un coût, hein, c'est pas on gratuit. a des objectifs d'une production qui vaut probablement 10 à 20 fois le budget, puis on n'a pas le budget. Fait que, tu sais, moi, là, les contenus YouTube, là, je les ai tous montés. En fin de semaine, pendant la formation, quand mes assistants d'enseignants supervisaient les groupes pratiques, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de monter des reels pour faire de la diffusion sur l'étude de cas qu'on a faite pendant... Tu sais, il n'y a personne qui est obsessif de même, là. J'étais pas en train... J'ai bu du café, mais je veux dire, j'étais pas en train de chiller en bon Ouais, non, québécois. mais bien sûr. Parce que oui, genre, j'ai été obsessif depuis le début sur même les tu sais, là, en ce moment, il y a les AI.
Les AI, là, c'est bon là, pour brainstorm. Là. Mais moi, quand je reçois quand je lis un truc, puis je suis comme, t'as pas enlevé les emojis, puis je suis pas mal sûr que c'est pas ça que tu veux m'envoyer comme courriel. Je suis comme même pas sûr de ce que tu veux me dire. Ce courriel-là, ça aurait pu être une phrase. Mais moi, je suis tannant, là, puis des fois, je sais que je vais vous gosser, mais comme le texte qui est là, tu le trouves-tu bon pour vrai? Tu sais, dans la description, fait que genre tous les détails, puis c'est très obsessif. Mais je pense pas non plus que... Ben, c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un, parce que là, mon équipe qui produit le contenu cette année, Philippe, Gabriel, puis moi, on était comme là, je pense qu'on est un petit peu à bloc. Ah ouais, bah, puis, quand je vois ce que vous faites, comment puis vous on a faites, moins de plaisir, c'est ça. Le contenu que vous produisez, wow, je sais le niveau d'engagement qu'il y a parce derrière. que là, l'affaire, c'est qu'ils font de la kiné, là, aussi. Oui, ils font pas que de ça. C'est-à-dire qu'ils font pas que du contenu. C'est ça. Exact, ils travaillent un vrai job, là. Le contenu, je dirais que c'est... ils sont pas payés pour faire le contenu. Ils sont payés. Je les paye. Tout le monde est payé. Pour le contenu. À 100%. C'est ça la différence. C'est que moi, je prends mes ressources financières, je dis non à du profit pour que toutes mes kinés soient payées. Donc, t'investis, en fait. Ouais, oui, 100%. C'est dans le sens que ça, c'est une chose. Puis les kinés me le disent. Hein, ceux qui ont travaillé ailleurs, ils sont comme ailleurs, ils nous demandaient de faire ça gratuit. Je suis comme, intéressant. Ils sont un peu cons. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où on voit que Physiovélo imagine, tu as une entreprise, puis tu as ta propre chaîne média. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est pour ça que c'est là où j'allais. C'est-à-dire que ta Physiovélo, tu nous expliques la naissance, le métier, comment tu le fais et tout. Et en plus, là, il y a vraiment l'axe création de contenu pour promouvoir ton business, ce qui est normal. Mais rares sont ceux qui raisonnent comme ça. Rares sont ceux qui raisonnent en disant je suis kiné, je fais de la physio. C'est la somme de plein de gens. C'est ça, je te dis. C'est les rencontres, c'est les rencontres, les discussions. Puis là, Mané, je mets le curseur là. Comme l'étincelle du gars qui m'a dit, hey, je te paierais cher pour ça. Quelqu'un me dit un truc, puis je suis comme, t'as tellement raison. Ouais. Mais moi, suite à mon passage dans ta clinique, il y a des trucs, ça a généré des trucs. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous rentrez dans la clinique... le behind the scene. Voilà, vous rentrez dans la clinique, donc vous avez le rez-de-chaussée, vous avez les bureaux, les laboratoires, je sais pas comment on peut l'appeler, les studios, les boss, les box. Nous, on dit les box de bike fit. Fait qu'on je cherchais le nom. Ouais, on a des 3 box. On a 3 postes, un à côté de l'autre de bike fit, puis on a des salles de traitement aussi. Et tu descends, et là... tu as créé un studio... Là, j'avertis les gens, je suis comme... Non, mais tu as créé un studio pour faire du podcast, tu as créé un studio pour faire du contenu YouTube. Au moment où je passais, tu étais en train de finir. Ouais. Et aujourd'hui, tu crées combien de contenu par semaine? Honnêtement, trop pour ce que je suis capable de diffuser. Fait que c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un. Ouais. Donc, tu as les kinés qui sont... En ce moment, là, j'ai 18 capsules YouTube. Je suis prêt à les sortir parce que j'ai pas le temps. Ils sont déjà finis de monter. Ils sont prêts. Du pipe, c'est bien ça. Puis là... C'est confort d'avoir du pipe. Hein. Puis là, il faut que j'aie quelqu'un pour m'aider à sortir tout ça. Puis tu sais, la personne, elle le sait, là, tu sais, elle a du pain sur la planche parce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je pense même pas que c'était optimal. Je pense qu'on peut faire, honnêtement, le double. Est-ce que c'est toi qui gères le contenu, qui décide du contenu, ou est-ce que tu as quelqu'un qui... Dans le fond, moi, ce que je fais, oui, mais non, OK? Dans le sens que ce que je fais, c'est que je dis aux gens, voici la mission, voici la vision. Le plus tough, là, c'est d'engager des gens intelligents que tu trouves plus intelligents que toi. Quand tu réussis ça, tu te trouves vraiment chanceux. Au Québec, on dirait crissement chanceux. Faut bien mettre un peu de saveur québécoise parce qu'on peut pas mettre du sirop d'érable sur la table ou de la poutine. Fait que le point, c'est que dans le fond, l'année passée, en 2025, j'ai dit, hey, on a fait 12 épisodes de la première saison de podcast. Toi, tu m'as inspiré dans le podcast. C'est ça aussi. J'ai fait 12 épisodes en 2023. J'ai fait 26 épisodes en 2024. J'ai fait 52 épisodes en 2025. Puis là, en fait, j'avais le goût de faire 52. Parce que je me suis dit, le média, on est dans la vague. Là. Cette fois-ci, parce que moi, j'avais parti un podcast en 2018, j'ai fait 3 épisodes. J'étais comme... Ouais, t'as pas vu le truc, en fait. C'était trop tôt. Mes enfants étaient jeunes. On venait d'acheter une maison. C'était comme... C'était limité. Mais là, en 2023, j'ai vu qu'on était... Tout le monde écoute des podcasts. Mais en 2018, c'était pas encore tout le monde. La pandémie a aidé aussi parce que tout le monde avait comme besoin d'entendre quelqu'un parler autre que genre ses proches. Fait que tout ça pour dire que quand je suis arrivé, puis je t'explique pourquoi le contenu, c'est pas moi qui choisis à 100%. Ce que je fais, c'est que j'ai dit, hey, j'aimerais ça passer à 52. J'ai dit, Gabriel, est-ce que ça t'intéresserait? Tu t'inscris à ton premier triathlon.
on dit au Québec, tu serais-tu down? Est-ce que ça te tenterait de faire une semaine sur 2, tu vas juste raconter ton parcours de débutante qui fait son premier triathlon. Puis, il n'y a aucune pression, là. Tu n'es pas obligé de parler de bike fit. Reçois les personnes que tu connais, nutritionnistes. En fait, fais comme si ça va te coûter rien parce que tu vas les inviter à ton podcast. Ça va être gratuit. Tu vas avoir du coaching, tu sais. C'était un peu une blague, mais il reste à l'embarquer avec des fois, j'ai dit, je vais te soutenir, je vais t'accompagner, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour que tu sois à l'aise. Puis elle a dit oui. Puis là, les stats là, à la fin de l'année, là, ces épisodes avaient plus de récurrence, avaient plus de temps d'écoute que les miens qui étaient un peu décousus parce qu'elle a raconté l'histoire. Storytelling toujours. L'histoire était toujours là parce que les gens étaient comme, on s'en fout du temps que tu fais. On s'en fout de ce qu'on veut, c'est l'histoire. On veut l'humain, on veut les erreurs. Elle te le racontera, mais tu sais, fait que dans le fond, là, la vision, c'était, il faut qu'on parle à des gens, il faut qu'on parle à nos kinés qu'on veut former, il faut qu'on parle à nos cyclistes qu'on veut qu'ils viennent en clinique, il faut qu'on parle à nous-mêmes, dans le fond. Créons du contenu qu'on aurait le goût de consommer. Ça, c'est le premier conseil. L'autre, c'est juste de commencer, là. Ça, c'est tout le temps le conseil de se lancer. Mais, fait que, tu sais, on a la vision cette année, c'est Philippe. Philippe, il est parti de la série Ravito. Puis là, moi, j'ai payé mon monde. Philippe, il est payé à faire ses podcasts. Gabriel est payé à faire ses podcasts. On est payé pour faire la mise en ligne. On prend nos ressources financières puis on les investit dans ça parce que ça multiplie notre rendement beaucoup plus vite que si on mettait notre dollar dans Google ou Meta. Parce qu'on est notre propre diffusion. Oui, complètement. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut engager quelqu'un en diffusion parce que faut que tu sois, c'est la règle, dans le sens qu'il faut que tu mettes plus d'efforts quasiment à le diffuser qu'à le créer. Donc toi, tu es un monteur, c'est ce que tu disais, tu es un monteur, tu es un diffuseur. Non, j'ai pas un auteur. Ce que je veux dire, c'est un monteur vidéo. Ouais. Donc toi, tu captes, c'est-à-dire que tu allumes les caméras, tu captes. Je téléverse tous les fichiers dans un Google Drive. Et la personne, elle va monter. Elle les télécharge, elle les monte. Avec les AI, ça a été extra. Ça aussi, c'est une autre chose. Parce que maintenant, monter avec les AI, c'est fou. Avant, il fallait que tu changes les 3 cams. Maintenant, tu rentres le truc, tu dis telle cam, c'est telle personne, puis mets dans l'échelle de montage, mets la cam qui correspond à la personne qui parle. Fait que tu mets le bon feed audio avec le bon feed visuel. Puis tu as des logiciels qui font ça pour 12 $ par mois. Fait que monter un podcast, ça peut être une job assez. C'est là où je dis que tu dis que tu es très pointu dans ce que tu fais. Mais c'est parce que c'est moi qui le faisais. Parce que j'avais des contraintes. Fait que je pense que, mettons, il n'y a rien de mieux que de le faire pour comprendre. Pour après ça te dire, tu sais, j'en ai fait là, 50 podcasts tout seul avant de passer la balle. Puis d'essayer. Ben, tu sais. J'étais piqué parce que j'étais comme ça, ces détails-là, je l'ai déjà essayé. Vaut mieux faire ça comme ça. Vaut mieux être régulier. Vaut mieux être structuré. Les gens, tu veux créer une habitude. Il faut que tu sois constant. Il faut que tu puisses, que ça soit toujours de la même manière. Les couleurs, quand tu cliques sur l'application, est-ce que c'est la bonne couleur? Ça m'intéresse. Je lis pas juste là-dessus, mais c'est sûr que j'aime ça parce que là, tu vois, ce matin, en tout cas, bref, je vais arrêter ça. Vas-y, continue. Non, mais j'écoutais un reportage, comme je t'ai dit, sur les médias, puis des fois, les gens, on dérive là un peu, mais tu sais, des fois, nous, au Québec, les gens ont peur de perdre la culture. À cause, la raison principale, c'est que les gens sont plus sur les médias traditionnels, fait où est-ce qu'on va créer des moments rassembleurs? Ouais. Ben, tu sais, je pense que moi, je suis même plus dans les 18-34, là. Toi non plus, je pense. Oh là là! Oh là là! Fait que, il va falloir que tu me dises, t'étais où quand je suis né, là, tantôt, autour de la pizza. Tantôt, quand j'écoutais ça, les gens, ils disaient, non, la culture est juste ailleurs. Puis, tu sais, moi, je veux dire, mes enfants reviennent, puis ils ont écouté des chansons de Aya Nakamura, puis ils ont appris la danse. Je veux dire, on a toujours écouté de la musique française, là. Ça ne changera pas. Puis j'écoutais un peu les règles, en tout cas, de diffusion au Québec. Puis tu sais, c'était les contraintes des signaux. Il a fallu qu'on crée notre propre culture à la télévision parce qu'on ne pouvait pas acheter les contenus français parce que ce n'était pas enregistré de la même manière. Donc, on ne pouvait pas diffuser des contenus français au Québec parce que les méthodes de diffusion n'étaient pas les mêmes en France qu'au Québec. Donc là, j'écoutais ça puis j'étais comme, tu sais, c'est toutes des affaires que, c'est des contextes qui font que tu arrives là. Puis là, je suis perdu. non, mais tout ce que tu me dis, c'est intéressant. Mais est-ce que tu pensais... Aujourd'hui, la création de contenu te rapporte sur 10 clients. Non, mais je pense que je ne pouvais pas anticiper ça. Là. Combien de clients ça tu pouvais-tu anticiper à quel point les gens étaient accros à leur téléphone? Ah ben oui, non mais ça c'est sûr. Nous on le voit bien sur Escroqueries, on a 85% des gens qui consomment nos blogs, les inscriptions ça crée d'autres problèmes. via leur smartphone. Ouais. Tu sais, ces problèmes-là qui sont créés, le côté positif, c'est que on est connu. Tu sais, dans le sens qu'il suffit d'avoir ton média, puis tous les gens qui parlent français peuvent
consommer ton média. Alors, il y a aussi une différence. Les cyclistes là, du club qu'on a pris comme patients volontaires sont arrivés dans le truc puis ont dit « Content de te rencontrer. » Il dit « J'ai checké toutes tes vidéos YouTube. Enfin, j'ai le droit à un fit gratuit pendant la formation. » J'étais comme « Wow, t'es en train de me dire que je pourrais probablement me promener dans la francophonie. » Et on te reconnaît. Ben, ça, pour moi, c'est pas genre une fleur, mais c'est juste, c'est cool parce que. Impact. C'est cool parce que je suis comme, hey, j'ai aidé sans nécessairement avoir l'intention derrière de rejoindre tous ces gens-là. J'ai pu aider parce que là, t'es comme, qu'est-ce que t'as fait avant ton bike fit? T'es comme, bon, j'ai fait des bike fit, mais finalement, j'ai écouté les vidéos physio-vélo sur YouTube parce que j'avais encore mal. Fait que je me suis dit, comment je me positionne? C'est intéressant et moi, ça m'amène sur le côté image. Alors oui, c'est ta boîte. C'est pas moi qui ai dessiné ça, c'est un autre papa dans ma ruelle quand j'habitais à Montréal. C'est les mêmes logos que j'ai pris. Puis il m'a fait une belle faveur. On était pré-pandémie. Puis j'ai dit, hey, je pense que je vais ouvrir une clinique. Est-ce que tu veux m'accompagner? Lui, c'était son expertise. Il y a une boîte qui s'appelle Polygraphe, d'ailleurs, qui s'occupe du creuset, tout ça. Sébastien Bisson. Puis cette image de marque-là, je l'ai jamais. Ça me dit quelque chose. Je l'ai jamais changée. Je me demande si j'ai pas rencontré ça. Parce que quelqu'un qui gère le creuset, tu vois, ça m'a allumé une lumière sur le creuset. Ça se peut. Bref, merci Sébastien. C'est très joli. Voilà. Et donc tu te mets en scène, tu te mets à l'écran. Parce qu'à un moment donné, comme tu disais au début, les podcasts, 2018, tu as testé. Il n'y avait pas de vidéo. On va dire, la vidéo est arrivée très, très fort. Je l'avais filmé avec mon cell pour le mettre sur YouTube, je pense. Ah ouais, bah, tu vois, tu avais déjà le truc YouTube. Mais je veux dire, moi, quand j'ai lancé le podcast en 2019, si tu avais un bon son, ça passait. Ouais, je veux dire, tu faisais des écoutes. Maintenant, si tu n'as pas la vidéo, c'est très, très compliqué de percer en podcast. Puis toi, déjà, tu avais le souci d'avoir un bon son. Oui. Parce que, mettons, il faut tout le temps que tu sois une coche en avant de ce que tout le monde fait. Ouais. Dans le sens que nous, par exemple, il y a 2 ans, on est passé à la résolution 4K dans nos vidéos. Parce qu'on était comme là, en ce moment, les gens, ils consomment YouTube sur leur télé. Il y a plus de streaming YouTube sur les télés qu'il y a de Netflix sur les télés. Là. Les gens, il faut qu'ils sachent ça. Là. Ouais. Dans le sens, les gens de marketing, il faut qu'ils sachent ça. Là. Fait que nous, on s'est dit, bon, ben là, les téléviseurs sont rendus 4K, puis nos stats, on les voit toutes. Hein? Ouais, fait que, ben, pas tout le temps, là, mais des fois. Fait qu'on s'est dit, ben, il faut qu'on passe au 4K. Puis là, on était comme, man, les fichiers sont tellement plus gros, le téléversement, je suis comme, on n'a pas le choix. Puis tu sais, si c'est chiant, ben c'est ça qu'il faut faire. Parce que ça veut dire que c'est une barrière. Nous, toutes les barrières, il faut qu'on les saute, il faut qu'on les monte, parce que c'est ça qui fait que si c'est tough, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Là, cette année, tu sais ce qu'on s'est dit, je te donne le scoop. On s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est des podcasts live à la clinique. Ça marche bien. Pourquoi? Parce que c'est chiant. En plus, tu as la communauté. J'ai la communauté. Ouais. Moi, j'explique ça des fois à mon équipe. Je suis comme, j'ai entendu un truc dans un YouTube ou j'écoute beaucoup des contenus sur l'analyse de l'écosystème. Genre, ça me passionne. J'ai lu des livres de gens au doctorat sur les médias. Genre, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça qu'on a pour communiquer entre nous puis créer des cultures. Tu sais, ça me passionne au-delà du vélo puis au-delà de l'intérêt commercial, là, vraiment. Puis le fait d'avoir des barrières à l'entrée, il faut s'avancer. Puis le fait d'avoir, mettons, faire des podcasts live, là, ça va être compliqué. Là. Il va falloir qu'on vende genre des billets qui vont... on ne peut pas les mettre gratuits, sinon il y a des gens qui ne se pointeront pas. Fait qu'il faut qu'on les mette à genre 20$. Ça me fait penser à des problématiques sur 13 €. Maintenant, il faut qu'on mette 13 €, mais que finalement, tu sais, on leur donne, je sais pas moi, un petit repas puis une consommation pour que finalement, ils ont comme payé leur truc pendant. On aura moins de no-show. Tu sais, on aura moins de gens qui viendront pas. Exactement, ça c'est certain. Puis là, après ça, il va falloir, là, on va finir notre journée de bike fitting, on va tasser les trucs dans la clinique, on va mettre des chaises, on va s'asseoir, on va monter les trucs du studio, on va les placer, puis on va faire ça, puis ça va nous rapporter 0$. Dans l'immédiat. 0. Dans l'immédiat. C'est ça qui est important. Tu fais bien de préciser. Ça va rapporter 0$ dans l'immédiat. Puis je te dirai mon plan, parce que ça va être le rodage. Je te dirai mon plan business off the mic. Autour d'une pizza. Autour de la pizza. Après ta date de naissance. Non. À la condition. Non, mais je trouve ça c'est très intéressant. C'est pour ça que j'étais content de faire ce podcast pour comprendre. Parce que moi, j'ai été impressionné. Et dans ce que tu dis, ça m'impressionne toujours. C'est pour ça que je me repose la question, mais est-ce que tu as 24 heures dans ton monde pour faire tout ce que tu fais? Parce que c'est impressionnant. Je suis très high energy. Tu sais, c'est comme naturel. Là. C'est pas... je m'enthousiasme très facilement. Oui, mais c'est bien. Mais je veux dire, après, il faut tenir le rythme, quoi. Et toi, tu tiens le rythme, mais c'est pointu. Pas moi, parce que c'est pas juste moi qui tiens le rythme. Ouais. On est plusieurs à se soutenir. Tu sais, Physio-Vélo, ça existe.
grâce à ma conjointe. Ma conjointe est médecin. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit, assure-toi d'avoir du plaisir dans ton travail, puis s'il vous plaît, ne perds pas d'argent. Ben, avant que je fasse de l'argent avec Physio Vélo, avant que je me paye au moins le salaire que mes physios gagnaient, ça a pris 7 ans. Ouais, ça, c'est important de le partager aussi. C'est vraiment important. Comme ça, non. C'est super important parce que, tu sais, j'ai eu ce privilège-là, encore une fois, d'avoir un médecin qui accepte de sortir avec une personne fibrose kystique, tu sais, mettons. Tu sais, c'est plus méta que ça, là. C'est plus dense, c'est plus profond que ça, tu sais. Fait que j'ai eu ce privilège-là de pouvoir ne pas avoir de pression financière au début, ce qui faisait que je faisais des niaiseries, mais je dépensais mon argent. C'est l'expérience aussi. Parfois, c'est l'expérience. Hein. Ouais, mais des fois, j'achetais trop de trucs aussi là, chez les fournisseurs. Là. Des fois, j'achetais des roues de carbone, tu comprends? Faut pas faire ça. Parce que quand c'est au prix coûtant, tu sais. Mais bon, ça pour dire que je pense que c'est la somme de plein de contextes qui fait que ça fonctionne. Puis l'énergie que j'ai, elle serait sur d'autres choses. T'sais. Avant, elle était sur d'autres choses, comme je t'ai parlé dans cet épisode-là. Puis maintenant, ben sur ça, puis peut-être qu'en faisant la Racer Crush, je vais me calmer un peu cette année. T'sais. Alors, c'était justement le sujet en me disant, mais je t'ai posé 3 fois la question, mais est-ce qu'il y a 24 heures dans ton monde? J'aime vraiment ça dormir. Là. Et je dors, dans tout ça, tu dors combien d'heures tu dors? Ben là, c'est sûr que le problème, c'est mes enfants là, qui me laissent pas dormir. Mais non, moi, j'ai toujours... parce que c'est des 3 enfants, moins de 10 ans. 9, 3. 6, 3. Donc, je vous laisse, pour ceux qui ont des enfants, je vous laisse... Ben, tu sais, on vit toutes la même chose. Hein. C'est ça qui arrive. Même à la formation, il y avait des papas puis des mamans. Puis, on s'en regarde. Puis, ceux qui sont comme pas d'enfants qui disent qu'ils sont fatigués, je suis comme... peut-être sur un 1000 km de quel niveau de fatigue on parle? Ma collègue était dans l'avion puis elle était comme... Est-ce que le vol qu'on vient de faire... Puis, on a comme dormi 3-4 heures. Elle dit, c'est-tu comme une mauvaise nuit? Je suis comme... Ouais, c'est peut-être. Aller-retour. Puis là, j'ai dit, mais en fait, non, parce que comme tu t'es réveillé souvent, mais tu t'es rendormi vite. Donc, tu te projettes. Et en plus, dans tout ça, toute l'équipe, pour ajouter une inscription sur Race Cross Québec, 300 km. Fait que dans le fond, on a toutes les distances. Ben, pas toutes. Parce oui, que là, toutes les distances. Fait qu'on a 200 de nuit. Ma collègue Gabrielle fait le 200 de nuit. Charlotte fait le 300 en duo avec son conjoint. Moi, je fais le 300 solo. Puis notre collègue Philippe, qui fait le podcast Jamais assez avec la série Ravito, lui, il fait le 500. Il voulait faire le 1000 parce qu'il avait déjà fait le 300 en duo. Puis là, son ami qui avait fait le 500 l'a appelé puis il a dit « Hey Philippe, est-ce que tu savais que j'étais un peu comme pass-out dans un dépanneur sur le 500 km? » Il dit « Peut-être que le 1000, tu devrais faire le 500 avant. » Puis là, il a dit « OK, ouais, je vais faire le 500 avant. » Donc, on va retrouver beaucoup de personnes au départ. Vous allez voir bien des stories de nous en vélo. On va travailler un peu, mais... C'est ça. Donc, Race Cross Québec cette année, la particularité, c'est qu'on lance le 2500 km qui va faire la Gaspésie au départ de Bromont. Ah, j'ai des clients qui se sont inscrits. D'ailleurs, je t'ai croisé à Bromont l'année passée. Tu m'as pas vu. Moi, je t'ai vu, mais toi, tu m'as pas vu. Ben oui, parce que nous, on faisait un événement de l'ACDA. Ouais, exact. Puis vous étiez là à faire le départ du 1000. Ouais, 100%. Exact. Et je t'ai vu monter tes stands avec ton équipe. Et moi, j'étais en retrait, j'observais puis cet événement. C'est ça qu'on s'est contacté pour que tu viennes en octobre sur le podcast. Et donc, on sera Bromont. On va faire toute la Gaspésie. Ça va être magnifique. Donc, à partir du 13 août, je vous invite à suivre sur nos réseaux, mais aussi sur les tiens, parce que tu vas communiquer. Oui, puis on a fait un épisode avec David Proux, où est-ce qu'il parlait des parcours. Puis moi, tu sais, je connaissais plus Jesse, votre autre organisateur, puis David honnêtement, il est malade. Là, il m'a tellement inspiré. Là, j'étais comme, peut-être qu'un jour, finalement, je vais me laisser tenter à l'aventure. Là. C'est-à-dire que nos 2 coordinateurs, effectivement, qui sont basés à Montréal et région, sont très complémentaires tous les 2. On a vraiment Jesse qui est très connecté avec le business cycliste. Le côté performance. Puis, tu sais, lui, il a fait beaucoup de race. Puis, David qui est comme dans l'aventure, très spirituel. Ouais, exactement. Donc, ils se complètent vraiment très, très... Même sur un événement. Ouais. Quand moi, la première année où j'y suis allé, je les connaissais, mais pas... Voilà, j'avais besoin de voir comment ils fonctionnaient sur l'événement. Et c'était drôle parce qu'à la fin de l'événement, en fait, les 2 sont hyper complémentaires. Mais ils sont très différents. Ils sont totalement différents. Ils n'ont pas du tout les mêmes compétences, mais les compétences qu'ils ont complètent le fait que ça fasse une bonne équipe. Ouais. Et donc, ça marche parce que Race Cross Québec... C'est gros, hein? Vous avez eu de la croissance. 150, 250. Et là, au moment où on parle, on est déjà à 320. Donc, toutes distances confondues? Toutes distances confondues. Voilà. C'est quoi votre maximum d'inscription? C'est sur la 500. OK. Ouais, c'est sur la 500. On a quand même du monde, ouais. Non, mais je veux dire, combien de places il te reste? C'est ça ma question. Je pense qu'il reste... La place sur quelle distance? Parce que là, il semblait que... Toutes les distances, on aura de la place. OK.
parce qu'on est quand même un petit événement encore. Hein. Ouais. Mais je pense qu'on sera autour de... On va se rendre entre 400 et 450 personnes. Puis comparé à la RAF, c'est quoi le... Ah, la RAF, on c'est dit 1500. Hein. 1500? Ouais, non. T'es-tu à la limite à 1500? Ouais, Ouais. c'est ça, tu peux pas faire plus. Pour le moment, non. L'objectif, c'est que les années à venir, on aille sur 2000. Ah ouais. Mais ça va nécessiter des ajustements. Ouais, pour les... Et on est limité en termes d'infrastructure, Ah oui. parce qu'on met quand même beaucoup de moyens. C'est là aussi la difficulté, c'est 24-24 non-stop pendant 10 jours. Ouais. L'avantage au Québec, c'est qu'il y a moins de monde. On est plus dans la nature. Exact, mais c'est aussi pour Moins ça qu'on dénivelé, voulait aller, par contre, peut-être, là, mais... on voulait aller faire ça. C'est vraiment Ouais. faire une visite, de faire visiter la région administrative, quoi, tu vois. Pour vrai, vous devriez avoir un partenariat avec Tourisme Québec, là, Alors, parce je que... suis en contact avec... Non, Tu je fais suis en bien. contact. Oui, Pour vrai, parce que moi, je suis comme la vitesse vélo, premièrement. Tu sais, moi, j'ai déjà fait des voyages vélo au Nouveau-Brunswick, là, quand j'avais 18 ans avec un de mes amis. Non, mais c'est magnifique. Ah, puis c'est la vitesse que... Moi, je suis hyper excité d'aller découvrir la Gaspésie cet pour été, vrai, tu vois. ça va être malade. Ça va être Donc, malade. voilà, on construit ça. L'objectif, c'est que Race Cross Québec, dans 2 à 3 ans, soit au niveau de Race Cross France. Il n'y a aucune raison que... voilà. C'est sûr. Donc, C'est une destination exotique. Ben non, mais c'est... Ben, tu sais, Ouais, moi, j'ai je lu... pense que les Européens ne se déplaceront pas pour un 200 km de nuit, mais se déplaceront Non, pour un exact. 2500. Ben oui. Qui leur fait Qui visiter va, le qui va Québec. leur faire leur tour de la Gaspésie, qui font l'habitude en 3 jours, beaucoup trop Exactement. rapidement. Là, ils vont le faire doucement, puis ça va être plus Ouais, beau. c'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc, on Ouais. va voir toute l'équipe Physio Vélo. Est-ce que j'ai vu qu'il y a un épisode qui est sorti il y a peu de temps où toute l'équipe partage Ouais. Race Cross Québec. Ouais. C'est ça? Comment il appréhende? Où est-ce qu'on en est, puis est-ce qu'on pense qu'on est prêt, puis ouais, c'était très cool. Ça, c'est la première fois qu'on faisait un podcast à 4. Tu Et vois, vous en là, pensez quoi alors? C'est quoi les craintes? Parce que j'imagine que très peu de personnes dans l'équipe ont déjà fait un 300. Ben, dans le fond, ce qui est cool, c'est qu'on est 4, mais on a toutes des expériences Des profils différentes. différents. Fait que, tu sais, Philippe a déjà fait le 300. Charlotte n'a pas fait le 300, mais je veux dire, elle a fait des FKT sur des FKT sur des GR10, là, faut pas que je me trompe, mais Donc, tu sais, elle a fait énormément de courses à pied, elle a des records sur des trucs. Fait qu'elle, elle sait comment qu'elle se sent à travers. Puis ça, c'est le bout que je trouvais vraiment cool quand tu nous as expliqué. Elle dit, tu sais, oubliez pas, il faut apprendre à se connaître quand on est fatigué, la gestion des émotions. Elle dit, moi, je sais. Elle dit, mon avantage, elle dit, c'est que ça me fait pas peur parce que je sais comment je me sens quand je... Quelles sont les pensées qu'elle va avoir, son discours interne, C'est ça. on va dire. Elle dit, je sais qu'il faut juste que je prenne mon temps, que tout ça. Fait que tu sais, je suis comme, ça, c'est des bons conseils que moi, je me suis jamais rendu là avec mon corps, tu sais. Gabrielle, elle a fait un autre demi-Ironman cette année, genre un mois avant. Fait que là, en ce moment, elle fait sa prep de triathlon, puis tu sais, faire 200 de nuit. En fait, elle hésitait, puis finalement, Donc, elle sera prête. elle va être prête, puis elle le fait avec une amie, dans le fond, qui est la capitaine Glucide, qui est notre nutritionniste sur le podcast. Fait que les filles, ils le font ensemble. Puis eux, ils se sont dit, on va faire le défi de rouler de nuit. Fait que ça, c'était cool aussi, parce qu'eux, ils voyaient le défi comme, ils se sont dit, bon, à défaut de pouvoir faire la distance, vu que je fais un autre événement, faisons le défi de... Moi, tu vois, je me suis pas inscrit aux 200 parce que j'avais trop de certitude par rapport au fait que je pouvais le compléter en étant moyennement préparé, mettons, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Alors que le 300, pour toi, c'est un engagement, plus un défi. Surtout, en fait, de me préparer comme il faut avec la famille. T'sais. Fait que là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ai 3 demi-journées par semaine où est-ce que je vais pas à la clinique puis que je roule. Parce que je me suis dit, il faut que je fasse par semaine, idéalement, quand je vais être rendu au top. Puis j'ai même pas encore checké avec mon entraîneur. Mais tu sais, dans ma tête, j'étais comme, il faut que je fasse 12 heures de vélo par semaine. Oui, c'est bien. Parce que, mettons, c'est probablement ça. Entre 8 et 12, déjà, tu es bien physiquement. Hein. C'est ça, juste pour... Parce que moi, je suis très explosif. J'ai toujours fait des distances sprint en triathlon. Puis avant ça, je nageais des 100 mètres en natation. Ouais, fait que donc, moi, très intense. je suis bon pour y aller fort. Mais ça, c'est un problème parce qu'à un moment donné, tu veux pas faire ça sur un événement. Fait que là, je suis comme, faut que je bâtisse mon endurance, faut que je mange. En fait, il va falloir que tu apprennes à... j'allais dire la patience. Pour moi, c'est de découvrir ça. Tu sais, c'est comme un événement de découverte. Fait que, puis même si je le réussis pas, ben pour moi, il n'y a pas de réussite parce que le fait de le réussir, c'est comme tout le vélo que je vais faire cette année. Parce que je me suis dit, je vais m'inscrire à ça. Puis le but, c'est que je fasse plein de vélos cette année. Il va y avoir je pense qu'il va y avoir un vrai challenge pour toi. Merci! Non, pas ça, pas ce que tu viens de dire. Dans mon quotidien, ouais. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Non, c'est que le vrai challenge pour toi, c'est que il va falloir que tu apprennes et accepter à rouler en sous-régime. Ouais, rouler doucement là, à 150 watts. Là. Ouais, 100%. Parce que là, ça va être dur parce que quand tu vois ton profil et l'énergie que tu dégages, là, il va falloir juste que tu te dises, OK. On a fait une course de 103 km de gravel avec Philippe où est-ce qu'on a jasé. Ce qui était ma réussite, c'est que j'avais réussi à consommer 380 grammes de glucides sur 3h15. Fait que j'ai réussi... c'est beaucoup. Ouais, mais mes pulses moyennes, t'as combien, tu penses? C'était pas beau.
170. Ah ouais, donc t'étais trop haut. T'étais trop haut. À bloc. Ah ouais, t'étais trop haut. À bloc. Mais je peux comprendre. Hein. Mais tu sais, là, j'étais comme, OK, ben, j'ai pas réussi. C'est sûr que mon but, c'était pas d'aller rouler là avec l'intensité de la race cross. Mon but. Ouais, bien sûr. Puis j'étais vraiment content parce que j'étais comme, hey, j'ai consommé vraiment beaucoup de glucides. Puis j'ai pas eu de. T'as pas eu de problème gastrique, J'avais mixé, là. J'avais des gels, j'avais des purées pour bébé de fruits, j'avais des bars, puis j'avais. Tu veux dire, t'as alterné solide. Exact, parce que j'ai déjà essayé tout liquide, puis ça, malheureusement, ça me donne la diarrhée. Ah, genre, ça passe marche pas. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est cool. J'ai été à bloc, tout mangé ça, j'ai pas bunké. Est-ce que vous dites ça, bunké? Ouais, non, on dit pas, mais moi je comprends. Mais Peux-tu le dire? Parce qu'il y a comme un problème. J'ai l'impression que les gens, ils savent pas comment le dire. Vas-y donc. Bah, t'as pas explosé. Ça, non, mais dis bunké. Bunké. Ah, c'est ça. C'est pas bunké. Bunké. Non? Pas avoir la frégale. Bref. OK. Mais nous, on dit bunké, c'est parce qu'il riait de moi à la formation parce qu'il essayait de le dire. Pas bunké. Ça me fait bien rire. C'est comme. Moi, je vois pas. Moi, je vois l'accent comme quelque chose qui est comme une manière de rentrer en relation. Moi, ouais. je trouve ça juste trop. Non, mais je m'imprègne de ça. Maintenant, je commence à comprendre certaines. On fait des jeux pendant la formation, puis on leur dit mettez ça veut dire quoi? Des jeux? OK, c'est péjoratif? Non. Mais quand tu dis ça veut dire quoi? C'est que tu leur demandes. On fait des quiz. Veut dire quoi? On fait des quiz. Voilà. On fait des quiz, des caoutes, dans le fond, sur une application. Caoutes, ouais, les gens répondent sur leur. Puis là, je leur dis, vous n'avez pas le droit de mettre votre nom, mettez un injure québécoise. Ou mettez. Puis après ça, on met un chanteur québécois. Fait que là, tout le monde met Garou puis Céline Dion. fait que là, on rit de ça. Puis là, à la fin, je leur dis, le dernier, vous mettez une injure de votre région pour que moi, j'apprenne une injure de votre moi, tu vois, j'ai été. Alors, la première fois que j'allais à Québec, c'était quand on organisait la course. J'étais jamais au Québec en tant que tel. Ouais. Jamais. Quand tu dis à Québec, ça veut dire que tu vas à la ville de Québec. Et au Québec, c'est tout. Voilà, ça, je commence à... Donc, en tout cas, la première fois où j'y suis allé, c'est vrai que tu, en tant que Français, t'arrives... Et puis, tu vois, on a sorti l'épisode avec Chloé la semaine dernière, qui sera au départ aussi de la 300 km, qui est une youtubeuse, influenceuse... je sais pas comment on peut... Mais en tout cas, une créatrice de contenu. Voilà. Exact. Elle crée du contenu. Et en fait, c'était drôle. Tu lui demanderas si elle fait de la diffusion là, aussi obsessivement que moi. Je pense qu'elle en fait beaucoup. Ouais. Elle a su, en fait, c'est très intéressant. C'est une ancienne mannequin qui maintenant fait de l'outdoor, de la marche et du hiking et du vélo, et qui assume totalement le fait de créer du contenu. C'est-à-dire que, alors je sais pas... parce que c'est perçu comme un peu péjoratif. Alors, il y a des jugements qui peuvent émaner de ça, de gagner ta vie avec exactement. Ça, parce que c'est le début. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est le début. Je comprends. Et donc, elle assume totalement, tu vois. Alors, quand tu la suis et que tu la connais pas, tu vois que c'est une ancienne mannequin qui crée du contenu, qui a des milliers de followers, elle fait un post, elle a des milliers de likes. Ouais, tu te dis, elle n'est pas crédible, en fait, elle fera jamais 300 km. Mais si, elle est très bien dans sa tête. Le premier jugement des gens, c'est ça. Elle est très bien dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut, elle sait pourquoi elle le fait, elle sait très bien pourquoi, quand elle va faire du sport en salle, elle se filme et que les autres peuvent trouver ça ridicule, mais que pour elle, elle crée du contenu, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette conversation. Et donc, c'est pour ça que depuis cette rencontre, maintenant, je ne relève plus un accent québécois, parce que c'est votre langue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas, nous, à s'étonner. Parce qu'elle me disait... On dit pas shopping, c'est tout. C'est voilà, comme ça. Elle me disait... On dit magasiner. Voilà. Elle me disait, moi j'ai bossé dans la restauration, elle a bossé dans le vieux Montréal. Ouais. Et elle dit, j'ai halluciné, il y avait des Français qui venaient et qui me disaient, ah c'est trop drôle, vous avez un accent. Mais en fait, elle leur ouais. Non mais tu vois, elle leur disait, en fait, j'ai pas d'accent en fait. Je parle comme ça, t'es à Montréal ici, tu vois. Tu vois, je pense que ça c'est... Donc c'est vrai que j'ai été un déclencheur parce que j'ai arrêté en fait. Je ne relève plus... Parce que en fait, moi, ça anime ma curiosité. En fait. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà. On écoutait une chanson d'Aya Nakamura ce matin pour se motiver, Gabriel puis moi, puis j'étais comme, là, il faudrait la mettre dans ChatGPT, puis lui demander de faire la traduction. De comme, ça serait quoi les expressions en français? Parce que là, j'étais comme, c'était dead, ça, puis là, il y avait plein de mots que j'étais comme, faut que j'aille avale ta gorgée d'eau. Mais on a fait la même... Excuse-moi, j'ai du mal à avaler parce que c'est mais tu sais, moi, je suis comme... C'est le fun, tu sais, parce que c'est comme un jeu pour qu'on puisse rentrer en relation, puis ça fait plein de blagues, puis je suis comme... Pourquoi on l'utiliserait d'une autre manière, cette différence-là? Puis, tu sais, les réseaux, c'est aussi ça, tu sais, que moi, ma fille de 9 ans qui n'a pas accès au téléphone intelligent, mais qui va écouter la télé, puis que ses amis à l'école plus vieilles vont faire une danse TikTok sur Aya Nakamura, ben je pense que quand les gens vont se rencontrer dans la francophonie, c'est sûr que ça va être plus global, mais je pense que les gens vont continuer de venir au Québec
parce que c'est différent. Tu sais, j'ai comme pas l'impression que ça va mener à une méga culture. Je pense que ça va être comme, lui... Vous avez vous avez un... Ben, vous aussi, tu sais, dans le sens que c'est ouais. comme, tout le monde a son truc, puis on va toujours s'y intéresser, tu sais. Ouais, je sais pas. J'espère que c'est un... Pour moi, c'est très la bienveillance, tu sais, dans le sens qu'on parle beaucoup de ça dans nos formations, mais tu sais, quand tu travailles... C'est aussi votre culture. Hein. Vous avez quand même... Ça se sent dès que tu arrives à l'aéroport à Montréal. Il y a quand même une bienveillance. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les épisodes, mais... Mais je pense que le choix des mots, il est important. Tu sais, quand j'écoute des fois la télé en France, je me dis, mon Dieu, honnêtement, je trouve que des fois, le langage, il est plutôt violent. Ah, mais il est violent. Comparé à ce que nous, on vit au Québec. Puis je pense que c'est un gros attrait pour les gens. Puis tu sais, je pense qu'on peut s'améliorer au Québec. Là. Je pense pas je pense pas qu'il y a des comportements. Mais je trouve qu'il y a des fois les choix de langue, là, puis tu sais, les gens pourront... Mais en tout cas, c'est drôle. Voilà, moi, je trouvais ça drôle. Profitons-en pour rentrer en relation. Exactement. J'aimerais juste aller sur un dernier blog de notre échange. J'ai faim, la pizza. En plus, elle est bonne. Hein. Ah ouais? C'est Alors déjà, je relève juste ce que tu disais sur mes enfants n'ont pas accès au téléphone pour aller consulter du contenu, alors que toi... Tu crées du contenu éducatif. Et donc, tu es à fond sur YouTube. Est-ce que tu as TikTok? Non. Donc, toi, tu es YouTube, Insta. Tu sais, la personne que j'ai engagée pour la diffusion, c'est la première question qu'il m'a dit. Il m'a dit, pourquoi tu n'es pas sur TikTok? Je dis, parce que tu n'étais pas encore arrivé. Ça, c'est une formidable question que je garde dans mon répertoire. Donc, tu crées du contenu sur... Et en plus, tu as pris avec toi un diffuseur, c'est ça? Non, un réalisateur ou un diffuseur? Un monteur. Un monteur vidéo. Puis là, la nouvelle personne que j'ai engagée, elle va juste prendre le contenu qu'on a déjà créé. Et elle diffuser sur les bonnes plateformes. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants qui, eux, forcément, comme tous les enfants, ils voient un smartphone, ils l'utilisent en 2 secondes, ils le déverrouillent. Qu'est-ce que tu leur dis de cette nouvelle... Premièrement, je pense pas que mon opinion vaut plus que celle de quelqu'un d'autre. Là. C'est une décision que tu fais avec ton conjointe. Voilà. Comme la décision, moi, je trouve ça facile de gérer mes réseaux parce que je parle... moi et ma conjointe, on a la même vision de l'utilisation, mettons, de nos réseaux. Puis... je trouve ça facile parce que moi et ma conjointe, on valorise beaucoup notre intimité. Fait qu'il y a plein de choses. Je pourrais faire des stories chez nous, là. Mais on s'est mis des limites, on s'est mis des contraintes parce que, mettons... Quand tu crées du contenu, c'est pas chez toi, c'est pour ton travail. J'avais mis un biberon dans mon porte-gourde, puis j'ai mis la photo. Ma conjointe a dit, c'est correct, mais on en a déjà parlé, puis je pense que ça peut pas... Puis j'étais comme, t'as vraiment raison. Genre, c'est vrai, on a déjà statué sur ça. Puis 100% d'accord. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est un outil que tout le monde va utiliser, mais on doit faire... Ils sont petits en même temps, tes enfants, à 9, 6, ils sont petits. Oui, mais après ça, c'est sûr que quand tu vas au resto, tu as le goût d'avoir peut-être 5 minutes de détente parce que c'est difficile d'avoir des enfants puis d'être tout continuellement sollicité. Fait que, tu sais... mon point, c'est que je pense qu'il faut avoir une hygiène personnelle en premier. T'sais. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai peur d'avoir des enfants parce que check comment je suis tout le temps sur mon sel. On dit ça au Québec. C'est dur. Hein. Moi, je me fais souvent reprendre. Hein. C'est vrai que j'ai toujours tendance à regarder une notification, un truc. Quand je viens ici... as une idée, tu dis tiens, c'est pas juste consulter. C'est... Tu sais bien, on a toujours le cerveau avec 100 000 idées de dire tiens, et si ça, et si j'allais voir ça, et ça c'est quoi? Tu sais quoi, je te donne un truc. Tu vas sur YouTube, tu peux y aller sur ton téléphone. Tu vas sur YouTube, puis moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé c'est quoi les étapes pour rendre mon téléphone moins addictif. Puis tu sais, ça c'est encore une fois c'est facile parce que moi je change quelque chose puis demain je le fais parce que comme je pense que j'ai développé ça dans mon extrême compliance. Tu sais, mes médicaments puis mes traitements là, je veux dire, je saute ça genre jamais là. Je me rappelle, j'étais jeune, puis oui, des fois, on sortait en boîte pour boire trop d'alcool. Puis je revenais chez nous sous, puis je faisais mes traitements avant de me coucher. Fait que tu comprends, genre, j'étais un peu fou, là. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut avoir une hygiène. Puis je pense que quand les gens me disaient j'ai peur d'avoir des enfants parce que je suis addict à mon téléphone, ben oui, moi aussi, il faut que je me force pour le laisser en dehors de la chambre. Mais tu sais, là, l'âge arrive où mes enfants vont probablement en avoir un. Nous, on est chanceux au Québec. Ils viennent de bannir à la dernière rentrée les téléphones dans les écoles. Puis moi, j'avais parce que ça s'est fait en Australie il y a 2 ans avec le fameux... tu sais, il y a une prise de conscience qui se fait. Jusqu'à un certain âge ou tout ce qui est éducatif? Dans le fond, tu peux en avoir un à l'école, mais il faut que tu le laisses dans ton casier. OK. Oui. Fait que comme tu es obligé d'avoir un contact. Fait que ça. Puis moi, j'étais extrêmement content quand ça a passé parce que j'étais comme j'aurais pas besoin d'être le parent hippie qui va obliger son enfant. Genre, c'est une décision collective qu'on a prise, puis on a enlevé le fardeau aux professeurs et aux parents
Ça m'a beaucoup soulagé. Mais bref, je pense qu'il faut que tu aies une hygiène. Tu sais, moi, quand je viens ici en Europe, j'enlève les restrictions que je me mets à la maison parce que je sais qu'il va falloir que je crée du contenu. Fait que, tu sais, j'ai comme 15 minutes par jour maximum sur Instagram, 15 minutes par jour sur YouTube. Fait que, tu sais, j'ai plein d'applications limitées, j'ai plein de choses que j'ai pas sur mon téléphone. Un moment donné, j'avais enlevé mes mails sur mon téléphone. Ouais, parce que tu avais des alertes. Parce que les notifications, il n'y en a aucune. Il y a juste ma conjointe, puis la garderie, la crèche, puis l'école qui peut m'appeler. Le reste, il n'y a personne qui peut me déranger. Puis, tu sais, des fois, ça... Ouais, donc, tu as quand même une grosse rigueur. Ça part pas dans tous les sens, je veux dire. Tu es très organisé. J'avais lu un moment donné un truc où j'avais écouté une vidéo YouTube qui disait le fait d'avoir de la friction, tu sais, dans ouvrir une application. Lui, c'était un gars qui codait, puis il avait juste mis un délai avant le début des vidéos YouTube que c'était comme, je sais pas, 1 seconde. Ben, ça faisait que tu utilisais ton téléphone genre 84% moins. Tu sais, fait que dans le fond, la friction, des fois, les contraintes, ça te permet de prendre des décisions. Tu sais, je pense que tu as le temps de faire comme, hey, c'est vraiment pertinent là, de regarder ce chat-là en train de faire. Bien sûr. Mais bref, là, on s'est écarté un peu, mais. Non, mais je te comprends parfaitement. Mais comment tu. Est-ce que tu as une astuce également? Là, je parle à l'entrepreneur. Ouais. Comment tu gères ton temps? Mon temps? Ouais, comment tu gères ton temps? Parce qu'il y a la création de contenu, il y a le rôle de papa. Je m'entoure. Non, c'est oui. vrai. Non, mais quand. Alors, oui, il y a ça aussi dans les projets, mais tu reçois combien de mails par jour? Philippe, il voudrait que je le dise à la caméra. Sais-tu combien j'ai de mails non lus dans ma boîte de courriel? Je pense qu'on est rendu à 9000. 9000? Ouais, puis les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben, enlève le petit pastis rouge, tu les verras pas. Putain, mais ça, c'est une bonne astuce. Moi, j'y arrive pas. J'en parle à ma compagne. Je lui dis, écoute, j'ai reçu. Ils sont pas tous pertinents, les mails. Là. Ben oui, mais j'en suis une moyenne. Moi, perso, j'en suis une moyenne de 70 par jour. Et moi, mon objectif, c'est la boîte mail à 0. Donc, quand tu me dis 9000, moi, je fais un malaise vagal. Change tes objectifs. Moi, je fais un malaise vagal. Je le regarde, je regarde le titre, je suis comme, ça fout. Ah, moi, je peux pas. Moi, il faut que ma boîte mail, elle soit propre. Et en fait, ça me crée une charge mentale. Donc, je te pose la question en tant qu'entrepreneur, papa, visionnaire. Souvent, comment tu gères ça? Ben, tu sais, j'avais lu un livre à un moment donné qui s'appelle Let It Burn, laisse-le brûler, genre, laisse ça brûler. Puis c'était une cliente qui m'avait recommandé ça, qui travaillait aussi dans une business. Puis elle m'a dit, tu sais, des fois, à trop vouloir tout gérer, tu laisses pas la chance aux gens, premièrement, de réussir, ou tu laisses pas la chance de voir si c'est vraiment les bonnes personnes parce que tu le fais à leur place. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait ça, là, genre. Je dis à ma collègue, non, je vais faire la vaisselle. Mais tu sais, en même temps, j'aurais dû lui dire, tu peux. Tu sais, parce que des fois, comme veux-tu, je la vois faire qu'il lave mon assiette, puis je suis comme, oh non, je vais m'en occuper. Mais tu sais, c'est juste parce que je me sens mal. Et comme, peux-tu me laisser faire? Je le sais que tu la feras pas, genre, puis ça me dérange même pas, ça me fait plaisir. Puis je suis comme, faut que je laisse faire. Fait que tu sais, des fois, il faut comme tu laisses aller des trucs. Puis moi, ce que je me dis avec la boîte courriel, c'est que si la personne, elle veut vraiment me rejoindre, là, elle va m'en envoyer un autre. Ah, c'est un peu ma compagne, c'est ce qu'elle me dit. Il y a mon numéro en bas. Fait que comme, si t'es sérieux, appelle-moi donc. J'en parle avec ma compagne, tu vois, et elle me dit, bah, si. Alors, elle est puis comme là, toi. S'ils m'appellent, ben, ils peuvent pas m'appeler parce qu'il y a juste ma conjointe, l'école, puis le garderie qui peut m'appeler. Magnifique. Là, je vois, un moment donné, je prends mes messages. Ah, mais c'est magnifique. Moi, ma compagne, elle me dit comme toi. Elle me dit, bah, si c'est important, ils reviendront vers moi. C'est ça, mais tu sais, à la clinique, okay. on a et eu. Je prends son téléphone et je vois les mails. 975. Ben, c'est pour ça que je les avais. Malaise vagal pour moi, c'est pour ça que je les avais enlevés à un moment donné, mais à la clinique, on a eu ce souci-là au début, parce qu'on n'avait pas de secrétariat, fait qu'on faisait beaucoup de communication sur genre. Je sais pas moi, Messenger, WhatsApp, texto, puis tout. Puis là, on s'est dit, hey, merde. WhatsApp. Là, ça rentre dans la vie privée des gens. Puis à ce moment-là, j'avais un appel avec Blaise Dubois de la clinique du coureur. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais pour ça? Parce que comme en ce moment, on est tous d'accord que c'est pas sain. Ah ouais, nous non plus. Hein, fait qu'il a dit, il y a une chose que je regrette de ne pas avoir fait avant, c'est de tout centraliser sur une plateforme dédiée. Puis lui, il utilisait la plateforme Slack. Fait que j'ai dit, tout est là-dessus, tout le monde. Les seules affaires, c'est genre, j'ai oublié mes clés, j'ai une urgence. Fait qu'on s'appelle plus jamais. J'ai dit, on peut se texter quand on a des affaires comme en dehors du travail, si on va faire une ride de vélo. Tout ce qui concerne le pro, c'est ça. Il est là. Puis, tu sais, j'ai dit, là, je m'attends pas à ce que vous activiez vos notifications en dehors des heures ouvrables. Là. Mettez vos notifications, puis on l'a fait comme, on a tout fait ça ensemble. Vous mettez vos heures ouvrables, puis on s'attend. Moi, je laisse des trucs le week-end. Puis quand le monde me répond, je dis, je m'attends pas à ce que tu te répondes, c'est juste parce que je voulais pas oublier mon idée. Tu sais, mettons, fait que d'avoir cette hygiène-là, puis d'être conscient de ça, parce que sinon, on n'est même pas en train de décider, c'est qu'au lieu de refuser, on se laisse comme. En tout cas, je suis pas un expert là-dessus. Ouais, bon, en tout cas. Mais on a tous les mêmes problèmes. Toutes les personnes qui veulent m'envoyer un email, je suis désolé, mais à partir d'aujourd'hui. Envoyez un email à Arnaud, puis dites à Arnaud que vous voulez me parler.
Je suis désolé, Arnaud. Bon, et juste, dernier sujet, justement, dans toutes tes facettes de tes activités, que ce soit rôle de papa, entrepreneur, physio, kiné, mécanicien, lequel nourrit le plus la personne de Guillaume Coutu? Quelle est la facette? Alors, le rôle de papa, probablement, mais c'est sûr que c'est un gros morceau, là, mais tout ensemble, tu sais, de pouvoir justement... ensemble pour toi. Il n'y en a pas plus une. Il n'y en a pas un plus que j'aime plus que l'autre. Non, ce que j'aime, moi, c'est beaucoup le changement, tu sais, dans ma journée. J'aime les nouveaux défis. Je ne serai pas derrière un bureau toujours. Non, je pense pas. Tu sais, ce que j'ai aimé dans le podcast, c'est que j'étais comme là, il faut que je devienne un bon intervieweur. Ah, c'est cool, le podcast. Puis j'ai demandé à des gens qu'il y avait des bons podcasts. Je dis, tu sais, comment tu fais? Puis ils étaient comme, ben, t'as raison, tu sais, c'est ça le défi. Puis il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Ils m'ont dit ce que j'ai aimé en faisant des entrevues, c'est que j'ai amélioré mon écoute. J'étais comme, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai vraiment que ça. tu l'as probablement T'écoutes fait. pour vrai, t'es pas en train. Tu sais, tu checkes tes notes, c'est sûr, t'as des notes. Mais les notes, c'est juste un au cas où. Ouais. C'est comme un. Ah oui, moi, c'est un fil conducteur. C'est un fil conducteur. Ouais, mais après, c'est sûr que ça m'est arrivé une fois. C'est le seul épisode d'Ultra Talk que j'étais sur Eurosport à l'époque. Il y a un épisode qu'on a retiré. Un peu de pression. Non, qu'on a retiré. Ah, parce que tu t'es pas senti à l'aise? Ou... Si, pas du tout. C'est que ce que tu dis, en fait, le fait d'avoir des notes, c'est que pendant que l'invité me répondait, moi, je lisais mes notes. Et je n'ai pas entendu. La réponse. Et c'était une bombe. Hein. C'était un truc qu'il fallait pas dire. Fait que là, tout le monde l'a entendu. Et moi, quand j'ai repris la parole, de manière automatique, je lui ai répondu « Ah, c'est génial !» Oh mon Dieu. Et j'ai basculé sur la question d'après. Et je n'ai pas entendu. Donc, on a diffusé l'épisode. Mais là, personne ne l'avait écouté finalement. Personne ne l'avait réécouté. Non, mais ça, c'est un problème, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, mon monteur, je veux dire... Non, mais là, c'est moi qui montais. J'étais toujours à l'époque où je montais tout seul. Mais ça, c'est difficile. Et comme j'avais pas eu de conscience de ce pendant l'interview, moi, j'ai monté mon intro, et on a envoyé. Ça, il faut faire attention. Et on a envoyé, et à un moment donné, on diffuse le podcast, et là, je commence à recevoir en perso, sur Insta, 1 message, 2 messages, 3 messages. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc. J'ai réécouté, et là, je fais, ah ouais. J'ai envoyé un message à Eurosport en disant, bon, là, j'ai un CAC, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et là, ils m'ont dit tout de suite, non, là, on retire. Et tu vois, c'est pour ça que depuis, j'ai mon fil conducteur, mais je pense que tu as raison, il faut écouter l'interview et se laisser le droit de rebondir. Parce que là, dans l'échange qu'on a eu, il y a plein de sujets que je n'avais pas dans mon fil conducteur. Exact. Mais c'est pas grave. Mais je pense que ça, les gens le sentent. Moi, en tout cas, moi, je te remercie pour ça parce que je le savais en venant ici que tu faisais ce travail-là. Mais il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit en venant au podcast parce que vu que c'est un médium qui est en train de se développer, c'est ça, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Fait que tu peux te lancer, faire un podcast, évacher sur un divan puis dire n'importe quoi. Bien sûr, complètement. Mais il y a quand même, ça dépend de ce que tu veux faire comme contenu. Puis tu sais, des fois, tu peux trouver ça intéressant ou divertissant d'aller consommer ce genre de contenu-là. Mais si l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui nourrit, là, peu importe la niche, là, ben, moi, je me fais souvent dire merci. C'était vraiment le fun parce que c'était bien préparé. Il n'y a pas eu de... Il faut rebondir sur les questions. Moi, je me suis fait vraiment conseiller par mon monteur, mon ami d'enfance, Pierre-Luc Miville. Il m'a dit, il faut que tu parles un peu de toi, mais il faut que ça serve le propos, il faut que ça réponde. Puis il dit, il ne faut pas que tu fasses juste « OK ». OK. T'as compris, Arnaud? OK. Ben, non, mais il faut que tu... Puis il était comme, ça va te prendre des répétitions, mais il faut que tu sois capable... D'enchaîner, de tenir, de guider l'épisode. Comme te mettre à l'aise, finalement. Ouais. Mais tu sais, ça vient pas avant les, genre 20 premiers. Ah, c'est sûr. Tu réécoutes des fois, tu regardes tes premiers épisodes. En fait, tu sais, moi, j'ai commencé mon podcast, on va pouvoir boucler la boucle, aller manger notre pizza. Moi, j'ai commencé mon podcast quand je prenais mon médicament. Puis mon premier épisode, j'ai décidé de parler de la maladie. Puis ça a été, je remercie Alex Sereno, j'ai encore l'émotion qui me revient. Parce que c'était comme un peu la première fois que j'allais comme l'annoncer là, comme ça. Puis j'ai décidé, j'ai dit, crime, s'il faut que je fasse des bonnes entrevues avec les gens, peut-être qu'il faudrait comme que... J'ai senti qu'il faudrait que je mette carte sur table. On dirait, j'étais comme, il faut que les gens connaissent c'est qui l'intervieweur. Puis ça me stressait, mais ça m'angoissait, mais j'avais vraiment l'impression, j'étais comme, c'est sûr que je vais pleurer, c'est sûr que ça va être vraiment tough.
Mais j'étais comme, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis j'ai rappelé Alex, parce qu'Alex m'avait déjà invité sur son podcast. Lui, il a toujours été... Alex Sereno, c'est un gars qui est encore coach, qui a une entreprise de café barista. Puis il m'avait dit à un moment donné, on va faire un podcast, tout ça. Puis il m'a dit, ça dérange si on parle de la maladie, tu sais. J'ai dit, man, je suis pas prêt, genre... Désolé. J'ai dit, si je le fais un jour, ça va être dans mon carré de sable à moi. Fait que quand j'ai eu cette idée-là, je l'ai rappelé, j'ai dit... Je suis prêt à en parler, je pars mon podcast, ça te dérange-tu de faire cette entrevue-là? Puis il était comme, man, ça va me faire plaisir. Génial. Il était comme, il dit, c'est un gros concept. J'ai dit, ouais. J'ai dit, faut que tu me fasses l'entrevue. Après ça, je dis, je vais décoller. Je vais avoir fait le truc le plus tough en premier. Après ça. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu décris. On arrive sur la fin de l'épisode, Guillaume. S'il y avait une seule chose que tu aimerais que les auditrices et auditeurs retiennent de toi, ça serait quoi? Ben, que c'est important de... Moi, je pense que c'est vraiment de donner généreusement, puis de faire preuve de curiosité. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est les gros moteurs qui ont fait... Tu sais, moi, mes parents ont été extrêmement généreux puis attentionnés avec moi. Puis on dirait que tous les gens qui m'aident à ce que ça fonctionne, c'est des gens généreux, attentionnés. Puis je pense que des fois, tu sais, on oublie que c'est vraiment comme ça qu'on peut grandir, tu sais. Fait que je pense que les gens, il faut qu'ils sachent que des fois, c'est inconfortable, mais je sais pas, il faut y aller, tu sais, puis il faut faire confiance aux gens, même si des fois, ça nous revient pas. Il faut tenter le coup de quelque chose de plus meaningful, qui fait du sens. Tu sais, si tu as comme l'instinct, là, souvent, là, tu vas parler, tu sais, puis les gens sont comme, j'ai pas suivi mon instinct, puis dès le départ, j'étais comme, Fait que, tu sais, il faut comme se faire confiance sur ça. Faut bien s'entourer, puis il faut être généreux, parce que c'est ça qui fait qu'on est humain. Ouais, le fameux dialogue interne. Écouter son dialogue interne. Un grand merci, Guillaume, pour cet échange. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai appris plein de choses. Ça m'a vraiment inspiré également. Moi, je dirais, j'ai bien aimé ça. On va aller passer un petit peu du temps ensemble et je vais te donner ma date de naissance. Parfait. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre ton contenu? Où est-ce qu'on peut se rendre à la clinique pour les gens qui habitent Montréal, Québec et qui veulent venir te voir directement? Est-ce que tu peux donner les différents liens où on peut je pense que prendre rendez-vous également? C'est ça, sur les différentes plateformes, c'est Physiovelo, PHYSIOVELO. Donc, Instagram, on a un site web aussi, ça existe encore, physiovelo.com. Sur le site web, j'en parle un peu là, dans les stories que je fais, parce que j'en fais beaucoup parce qu'on est en Europe en train de donner des formations. On a une carte de référencement avec tous les professionnels qu'on a formés autant au Québec qu'en Europe. Donc, si les gens dans leur région ils veulent trouver même en France, des gens qui veulent avoir... Exact. Puis, tu sais, ça va grossir, cette carte-là. Il va falloir qu'on la mette à jour pour que ce soit un petit peu plus... tu sais, on n'a pas assez d'heures dans une journée, fait qu'il reste des choses à peaufiner sur le site web. Là, j'en conviens que des fois, l'expérience utilisateur n'est pas top. Donc, il y a France, Belgique. Pour l'instant, il y a France, Suisse. Puis oui, il y a des Belges, en fait, qui sont venus se former en Europe. Là, il va y avoir Bruxelles. Je sais qu'on s'en va. Fait que c'est Physiovelo. Puis à la clinique, ben nous, on est juste sur la rive sud de Montréal, l'autre bord du pont Jean-Cartier. T'es venu à la clinique. Exact. Fait que vraiment, quand on est sur Montréal, c'est tout près. Ben là, les gens ils pourraient prendre rendez-vous, mais on est plein. Fait que allez voir nos kinés. Fait que la clinique est juste là. On a un numéro de téléphone, mais OK. Tu réponds pas. Appelez pas. C'est pas mon numéro de téléphone perso. Mais t'as raison que je répondrai pas sur mon perso. Fait que oui, vous pouvez prendre rendez-vous, mais surtout, j'encourage les gens à peut-être aller sur la chaîne YouTube s'ils ont mal quelque part à vélo. Puis là, tu vois, on sort cette année, là, je t'avais pas dit tantôt, mais on fait pas juste 52 épisodes, on va en faire presque 75 parce qu'on a une nouvelle série de podcasts plus courts. Capsule, ouais, puis ça va s'appeler Bobo Vélo. Fait qu'on a même chanté un jingle, OK? Et c'est quoi le sujet? Alors pourquoi Bobo Vélo? Parce qu'on parle des bobos, des blessures. Fait que dans le fond, c'est 30 minutes, une blessure par épisode. Quoi faire si t'as mal? Génial. Ben, ça va cartonner. Ouais, exact. Fait que le podcast, c'est pour les gens qui veulent quelque chose de plus long format. Puis c'est sur dans le fond, toutes les chaînes de podcast, c'est jamais assez. Puis c'est une genre de question, une genre de point d'interrogation. Puis c'est produit par Physiovelo. Fait que le podcast, jamais assez. Génial. Un grand merci, Guillaume. Merci, Arnaud. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. Il y aura tous les mois une capsule comme ça sur le thème du bike fitting, mais accompagné par un professionnel physio-vélo. Donc, un grand merci à vous tous, à vous toutes et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.